Bonjour à tous et bienvenue sur la Libre Interview et je suis ravi d'accueillir cette semaine Richard. Alors Richard, je l'ai connu parce que il faisait des revues mensuelles sur Realty et notamment à un moment donné, il travaillait notamment avec Alpha Omega, voilà quelqu'un que j'ai beaucoup suivi en tout cas à mes débuts Realty et donc forcément j'ai suivi par la suite sa chaîne et en plus vous allez voir donc c'est quelqu'un qui a une vie en tout cas d'expatrié, quelque chose en tout cas moi qui m'intéresse et les sujets qui m'intéressent et donc j'avais vraiment envie de l'accueillir sur la chaîne pour qu'on parle forcément d'investissement mais qu'on parle aussi d'expatriation. Et Richard, bienvenue. Salut Cédric. Et donc, comme je disais, alors, on va pas tout de suite révéler où tu vis, tu vas nous le dire juste après. Mais voilà, je voulais vraiment, forcément, on va parler d'investissement, ça c'est une certitude. Tu es un investisseur Realty, sur ta chaîne, tu en parles régulièrement, mais pas que. D'ailleurs, on va parler aussi des autres plateformes ou autres sujets d'investissement dont tu parles. Et je voulais aussi surtout parler vers la fin de la vidéo plutôt d'expatriation. Voilà, c'est un sujet dont je parle de plus en plus sur la chaîne. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte, vu plein de choses, hormis le contexte, je pense que c'est quelque chose aussi qui est très enrichissant pour une personne. Donc, vraiment, c'est quelque chose dont je veux parler. Et donc, tu vas nous dire tout ça. Et déjà, tu vas commencer par te présenter, bien sûr. Donc, savoir qui es-tu, quel âge es-tu, et donc, où vis-tu et qu'est-ce que tu fais pour vivre? Ça marche. Alors moi c'est Richard, j'ai 32 ans et donc je suis un Français expatrié à Hong Kong depuis maintenant 2016. Donc voilà, je suis parti pour mon boulot juste après les études et je suis resté maintenant ça fait presque 9 ans avec une petite famille ici maintenant qui s'est construit. Voilà, parti pour le boulot. Donc je travaille en finance, en banque. Donc finance de marché, en gros, on va dire c'est trader assistant sur tout un tas de produits financiers bien différents. Mais voilà, c'est pas de l'investissement de portefeuille, donc c'est vraiment de l'investissement plus, on va dire, à une plus grande échelle interbancaire. Donc voilà, je suis dans ce domaine-là quoi depuis que je suis arrivé, enfin même avant un petit peu en France et puis après ici je suis resté dans la même banque depuis mon arrivée. Tu as le droit de nous dire la banque ou c'est confidentiel? C'est une grosse banque de Hong Kong, on va dire. Ouais, je crois avoir vu. Ça va être assez facile à trouver. Je crois que ça commence par H. Ok, très clair. Euh, c'est quoi ton objectif SMART dans la vie? Alors, objectif Smart, alors moi, j'ai pas d'objectif chiffré ou d'âge auquel je voudrais voilà, que mes rendements tu vois, soient équivalents à mon salaire ou etc. J'ai pas vraiment d'objectif comme ça, j'ai pas une somme. Mais pour le moment, j'ai juste l'objectif d'accumuler un maximum de patrimoine et puis de le faire de façon régulière. Parce que j'investis depuis très longtemps, quoi. Enfin, depuis toujours. Vraiment, depuis que j'ai pu investir, j'ai investi. Et au début, tu es assez agressif. Voilà, donc tu fais des gros profits, des grosses pertes aussi. Et maintenant que j'ai un plus gros capital, j'ai pas forcément envie d'avoir des années à moins 20 ou moins 30%. Tu vois. Ça commence à faire un peu mal. Donc là, mon objectif, c'est plutôt de grossir un peu le patrimoine tranquillement, quoi. Et puis on verra quand je peux m'arrêter. J'ai pas envie de bosser jusqu'à 60 ans, c'est sûr. Mais vivant à Hong Kong, tu as une capacité d'épargne qui est quand même assez importante. Donc, je veux juste en profiter au max et voilà, quoi, mettre un maximum de côté, essayer d'investir assez intelligemment. On pourra parler après, je pense, plus des stratégies. Mais voilà, c'est quelque chose que je redéfinis un peu tout le temps et qu'en ce moment, j'ai pas mal changé avec, euh, on va dire, un split entre une allocation entre les différents assets que j'ai envie de bien redéfinir pour justement éviter d'avoir des gros hauts et des gros bas. Surtout avec la crypto, on connaît bien les deux extrêmes. Donc voilà, j'ai juste cet objectif-là, quoi. Grossir le patrimoine tranquillement année après année, et puis le jour où je peux m'arrêter, je m'arrête. Et du coup, il y a quelque chose qui t'a déclenché la chose, ou parce que c'est pas forcément très naturel, en tout cas, surtout pour un Français. Alors après, tu me dis que tu es un peu dans la finance, donc ça dépend aussi de tes études, mais on se dit pas en général à 22, 23 ans, tiens, hormis peut-être crypto, mais je vais commencer à investir en bourse ou en autre. Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que, je sais pas, tes parents, tes amis, autres étaient déjà investisseurs? Ouais, je pense que c'est plutôt l'environnement familial, on va dire. Mais mes parents investissaient un petit peu en bourse, mais bon, c'était pas non plus
Et en fait, ils ont fait beaucoup d'immobilier, mes parents, principalement, que eux-mêmes géraient dans la ville où on vivait, etc. Et un petit peu de bourse, mais c'était pas vraiment la grosse partie de leur patrimoine n'était pas en bourse, quoi. Mais ils en faisaient un petit peu. Donc j'ai été exposé un petit peu là-dessus, et aussi parce que c'était, je suis pas extrêmement vieux, mais c'était à une époque où on n'était pas trop sur Internet, voire pas du tout. Et donc, pour récupérer les codes des actions, tu vois, par exemple, nous, on regardait la chaîne Bloomberg, on attendait que les tickers passent en bas, tu vois, il y avait un petit bandeau qui défilait là après la clôture, et on notait sur un carnet, tu vois, les telle valeur, tel prix, tel jour, quoi. Et moi, je me souviens que je faisais ça, je sais pas, j'avais peut-être 11 ou 12 ans, tu vois, et j'avais le carnet devant moi, et hop, je regardais les tickers et je mettais les trucs, donc je comprenais pas trop ce qui se passait, tu vois, mais déjà, j'avais quand même ce truc-là, j'aimais bien les chiffres et tout ça, quoi. Et plus tard, après, je pense que c'est peut-être arrivé au lycée, j'ai commencé à faire des comptes démo sur je crois que c'était Bourse Match à l'époque, où c'était un portefeuille virtuel comme il y en a beaucoup maintenant, mais avant, il n'y avait pas tant que ça. Et j'avais pas un ordinateur en plus dans ma chambre, donc je faisais ça au lycée, au CDI, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment en démo. Et à 18 ans, j'ai ouvert un compte titre. Donc déjà, première erreur, j'aurais dû ouvrir un PEA. Et j'ai ouvert un compte titre et j'ai commencé du coup à traiter avec des frais exorbitants via ma banque. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai pas eu de déclic vraiment. En fait, j'ai toujours eu envie d'investir. Et dès que j'ai pu investir, j'ai investi. Donc au début, c'était pas très structuré. Ça partait un peu dans tous les sens. J'achetais un peu tout et n'importe quoi. Et puis après, petit à petit, en fait, je me suis plus tourné vers l'achat pendant un moment d'indices. Donc j'achetais juste des indices et puis j'attendais, quoi. Je revendais quand je pensais que c'était un peu cher, et puis je rachetais plus bas. Et puis après, je repassais sur action. Donc c'était un peu le yo-yo où je me disais, ah ouais, il faut que je fasse ça. Après, je changeais, je faisais autre chose. Et puis je me suis structuré vers peut-être 20, peut-être 25, 26 ans où vraiment je me suis dit, bon, là, faut que j'arrête de faire un peu tout et n'importe quoi. J'avais eu un peu de chance, j'ai gagné un peu d'argent, mais voilà, j'en ai rendu beaucoup au marché aussi. Donc je me suis dit, bon, faut que je me structure plus. Et donc c'est à ce moment-là, donc le déclencheur, on peut dire que c'était à ce moment-là, en fait, c'est quand j'ai quitté la France, je pense. Ouais, c'est ça, donc 23, 24 ans. Et donc, quand je suis arrivé à Hong Kong, où là, j'ai eu beaucoup plus de capacité à mettre de côté aussi. C'est aussi ça le déclencheur, en fait, c'est qu'avant, j'avais pas forcément énormément d'argent, c'était pas régulier, quoi. C'est de temps en temps, tous les 3-4 mois, j'avais une somme, donc je l'investissais. Mais arrivé à Hong Kong, où là, j'avais un salaire plus confortable, j'ai pu tous les mois commencer à mettre et avoir quelque chose de plus structuré, parce que quand t'as que quelques milliers d'euros de capital, c'est compliqué de se diversifier, voilà, c'est pas forcément évident. Et à l'époque, il y avait quand même encore des frais assez élevés. Maintenant, ça coûte quasiment rien d'acheter des actions, donc c'est beaucoup plus simple. Et donc voilà, donc ouais, ça a été vers 25-26 ans, et le déclic, c'est juste ma capacité d'épargne, en fait. C'est un très bon point, en effet, déjà. Sans capital, sans capacité d'épargne, au bout d'un moment, enfin, sauf si on a un gros capital de base, mais bon, sinon, ça, c'est un peu compliqué pour investir. Ça, c'est une certitude. Du coup, donc, alors, tu nous as un peu parlé, mais dans les grandes lignes, dans quoi tu investis aujourd'hui? Donc, on a compris bourse, crypto. Ouais. Donc, alors dans les grandes lignes, on va commencer donc par le plus gros, c'est que j'ai un investissement physique en immobilier. Donc, je vais parler en brut, hein. Donc, j'ai un emprunt pour ça, et j'ai un autre petit emprunt aussi pour d'autres investissements. Mais en parlant en brut, la moitié à peu près de mon patrimoine brut, c'est l'immobilier physique. Euh, donc voilà, je rembourse un prêt évidemment là-dessus, mais donc ça c'est 50%, donc c'est évidemment énorme, quoi. Donc exposition immobilier déjà qui est déjà pas mal là-dessus. Après, mon deuxième plus gros, et là donc du coup rebolote, c'est encore l'immobilier puisque c'est Realty. Ça c'est mon deuxième plus gros, donc ça doit représenter aujourd'hui, je dirais peut-être entre 20 et 25% peut-être, ouais, aux alentours de 20%, je dirais. Et puis ensuite, ça va être bourse, actions, ETF, qui doit être pareil aux alentours de 20%. Et puis le reste, 10%, c'est de la crypto. Donc c'est quelques cryptos que j'hold depuis un petit moment, et je fais un petit peu de trading, mais bon, très léger, quoi. On va dire quand je pense que vraiment c'est très haut, je vends un petit peu et je rachète plus bas. Mais c'est des coins que je garde plutôt moyen long terme. Et voilà, j'en ai que 3-4 vraiment que je garde. J'ai pas de Bitcoin, Ethereum, donc je suis vraiment altcoin à fond. C'est aussi pour ça que les swings font un peu mal, quoi.
C'est clair. Bon, on va en parler crypto juste après. Et du coup, on va commencer à parler de l'immobilier physique, parce que du coup, bah, c'est la plus grosse, enfin, c'est la majorité de ton portefeuille. Alors, vient un Ouais. bien, mais ça m'intéresse de quand même qu'on parle de ça, parce que bon, c'est vrai que c'est aussi, on va dire, l'immobilier physique. Alors, tu es expatrié, enfin, tu restes français, mais tu es parti. Mais c'est vrai que les Français sont quand même très attachés à l'immobilier. Et on voit entre Realty et donc ton immobilier physique, bah, c'est vraiment la plus grosse part de ton investissement. Et si on compare par exemple avec les anglo-saxons, bah, en général, c'est souvent l'inverse. Enfin, ça va être des actions, ce genre de choses, et l'immobilier, du coup, un peu moins. En tout cas, c'est en général, les proportions, elles s'inversent par rapport à nous. Et euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton bien? Tu l'as acheté quand? Où il est situé? Alors, je crois que, enfin, j'ai déjà vu dans tes vidéos où il était situé et comment tu le gères à distance, du coup? Ouais, alors c'est un bien que j'ai acheté en janvier 2020, donc au moment où les taux étaient très bas. Et, Donc à euh, et donc, distance, du coup. ouais, à distance, j'étais déjà parti. Et donc, bah, j'ai fait appel à une agence en fait, qui est spécialisée là-dedans et qui m'a fait visiter à distance, on va dire, quelques biens. Donc, j'avais défini des critères et eux m'avaient dit, OK, bon, bah voilà, on a deux, trois villes qui pourraient correspondre au type d'investissement que vous voulez. Donc, évidemment, Paris, moi, je voulais quand même un rendement assez élevé. Enfin, quand je dis assez élevé, c'est plus de 5%, quoi. Donc, plus de 5%, généralement, ça va pas être les grosses villes. On va éviter tout ce qui est Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Donc, c'est plutôt des villes de taille intermédiaire. Et dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait Grenoble, Valenciennes, donc là où j'ai investi, et puis une autre, je crois que c'était Angers ou quelque chose comme ça. Ouais, Et souvent, tu as donc, Le Mans, Saint-Étienne, Angers. Enfin, Angers un peu plus bas souvent, mais ouais, ouais, je crois qu'il y avait c'est les villes Angers, qui ressortent fort. peut-être Nîmes, je sais plus, enfin, ce genre de ville-là, quoi. Et donc, voilà, il y a eu quelques visites. Les deux, trois premiers, ça n'a pas trop marché. Et j'avais demandé aussi à Rouen, parce que bah, je connais, Mmh. je suis du coin. Mais finalement, Rouen, c'est finalement au niveau immobilier, c'est pas tip top, quoi. Le marché est pas très bullish, on va dire. Donc finalement, tant mieux, j'ai pas investi là-bas. Et puis il y a eu une bonne opportunité donc à Valenciennes, un appartement où c'était des personnes vraiment très âgées qui partaient, qui quittaient l'appartement. Donc l'appartement était vraiment super, il fallait juste vraiment un gros rafraîchissement. Et donc moi j'ai fait des gros travaux là-dedans parce que les pièces étaient gigantesques en fait. Et donc j'ai redécoupé l'appartement. Au lieu de faire deux chambres, j'en ai fait trois, dans le but d'avoir quelque chose potentiellement colocation étudiante, voilà, quelque chose comme ça. Pas forcément, mais au moins on pouvait le proposer aussi aux étudiants. Donc voilà, donc janvier 2020, donc j'ai mon prêt à taux avantageux puisque j'ai un prêt à 1,09. Donc voilà, quasiment au plus bas, quoi. 1,09 sans assurance, mais bon, 1,09 quand même, parce que quand vous êtes expatrié, à savoir aussi que c'est que votre banque ne vous propose pas d'assurance. Enfin, elle veut pas vous donner d'assurance. Donc j'ai dû prendre une assurance à côté. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé en étant à distance. J'étais rentré une fois seulement où j'ai signé les papiers et puis après, tout s'est fait à distance. En plus, il y a eu Covid juste après, donc tout le monde s'est mis à la télécommunication. Donc finalement, ça m'a un peu arrangé. Voilà, ils m'envoyaient les papiers, je pouvais les signer par Internet et tout ça, donc c'était nickel. Et puis, euh, et puis donc voilà, investissement Valenciennes, c'est donc un appartement de 93 mètres carrés et donc gros travaux. Et puis après ça, location avec une agence. Donc là, une seconde agence qui n'est pas celle qui m'a trouvé le bien, mais une autre agence. Et donc, bah, c'est gestion à distance. Donc, au début, c'était assez compliqué pour tout ce qui est travaux et tout ça. Et puis, une fois que les travaux sont passés, ça a été un petit peu mieux. Alors, il y a eu les aléas que tout le monde peut avoir. J'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu tout un tas de trucs. Mais bon, voilà, finalement, ça arrive à se passer plutôt bien. Niveau performance, quand on est à distance, c'est vraiment pas top. Parce que bah, on s'est mangé par les frais d'agence et tous les frais divers qu'on peut avoir. À savoir aussi que je suis en LMNP. Donc ça, quand vous êtes expatrié, c'est ultra avantageux puisque vous payez pas d'impôts, quoi. Clairement, pendant 10 ans, vous n'allez pas payer d'impôts. La seule chose, c'est qu'il faut investir dans l'ancien et il faut faire des travaux et il faut le louer meublé. En gros, je crois que c'est ça les trucs à respecter. Mais si vous respectez ça, en fait, vous allez déduire vos frais pendant 10 ans maximum. Je crois qu'ils sont en train justement de couper un peu là-dedans. Donc voilà, mais pour le moment, en tout cas, moi, ça fait 5 ans et donc j'ai profité de ça, qui était pas mal. Mais si c'était à refaire, je ne referais pas clairement parce que bah, ça a immobilisé une grosse partie de mon capital.
Parce qu'étant à l'étranger, j'ai dû mettre à peu près 20% de dépôt. Donc, ce qui était une grosse somme pour moi à l'époque. J'ai mis vraiment quasiment tout ce que j'avais, quoi. Donc, j'avais un petit peu en bourse et tout ça, mais ça représentait vraiment une grosse partie de mon capital qui a été bloqué pendant longtemps avec les travaux qui m'ont rien rapporté. Donc, évidemment, avec les marchés qui ont explosé entre deux, enfin, si tu te dis que j'aurais pu acheter n'importe quoi d'autre, j'aurais fait beaucoup mieux, tu vois. Mais bon, Ouais, après, bon, sur une vision court terme, moyen court terme, en effet, peut-être. Mais après, voilà, sur une vision long terme, malgré tout, tu as un taux à 1, enfin quasiment 1. C'est quand même, je pense que ouais, bien ton sûr. capital, d'ici, je sais pas, tu as pris sur 20 ans, Sur du 20 coup? ans, ouais. Ouais. Bah, sur 20 ans, je pense que ça va. Dans 20 ans, ou même, je pense que tu le revendras avant, il y a des fortes chances. Mais bon, tu auras quand même un capital quand même plutôt solide. Et bon, même si en France, je nous le souhaite à tous que, que l'immobilier s'effondre pas et qu'on n'ait pas des lois de plus en plus stupides. Et voilà, bon, ça, c'est autre chose. D'ailleurs, on parlera de ça à la fin, au niveau expatriation. Comment tu suis un peu justement les actualités de France? Est-ce que tu regardes ou pas? Mais on en parlera à la fin. Mais bon, je pense que malgré tout, c'est un bon investissement et ça reste, même si oui, le rendement, j'ai vu, il est pas foufou. Voilà, c'est malgré tout, c'est toujours mieux que de rien faire. Après, tu t'aurais fait, c'est sûr, vu ton profil, tu aurais fait plein de choses avec cet argent, mais je pense que malgré tout, c'est loin d'être un mauvais investissement. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y Euh, a le côté gestion aussi qui fait que même enfin, quand tu es à distance ou pas, en fait, il faut s'en occuper, quoi. Même si tu le mets en agence. Et rien que pour ça, tu vois, moi, je préfère maintenant avoir un investissement un peu plus passif. Parce que même en agence, bah, t'es quand même un peu embêté, quoi. Genre, quand tu as les assurances, quand il y a des problèmes. Moi, j'ai connu ça, là, ça a vraiment duré quasi 2 ans. C'était non-stop, quoi. C'était vraiment que des embrouilles, quoi. Donc rien que aussi pour ça, être un peu plus tranquille d'esprit. Ouais, je me dis que ça n'a pas été forcément une erreur financière, mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire à l'époque. non, mais bon, bah, de toute façon, l'immobilier physique, il faut bien le comprendre, c'est pas passif. Enfin, ça n'existe pas. Ouais, Il y a clairement, toujours clairement. des trucs à gérer, que ce soit à distance ou autre, et même par agence, comme tu viens de le dire. Enfin, oui, en effet, il faudra gérer quand même à valider les locataires qui vont t'envoyer si ça bouge. S'il y a un problème d'assurance ou autre, il va falloir le gérer. Si, en gros, ils vont pas prendre trop de responsabilités, ils vont pas faire trop de choix non plus l'agence, quoi. Enfin, s'il y a quelque chose à changer, ils vont quand même te demander l'avis, donc il faudra le gérer, il faudra proposer, enfin, il faudra en tout cas dire ce que tu dois faire ou pas. Donc, en tout cas, il y a une charge émotionnelle. Et puis, comme tu l'as dit, en plus, comme tu as mis un montant quand même significatif, en tout cas pour toi, en tout cas à l'époque, et ben derrière, voilà, c'est ton capital qui est là et en tout cas, il y a une influence sur toi. Donc, ça, il faut le prendre en compte. C'est quand même aussi important. Et bon, il y a toujours un risque. Hein. Faut l'avoir en Ouais, tête. Hein. Si exactement. Ouais. demain, l'immeuble, il s'écroule, genre ça, je pense que c'est un immeuble, il s'écroule, bon, bah, t'as perdu un capital, même si y a l'assurance et autres. Mais avant de récupérer, ça va. Voilà. En tout cas, il y a toujours une charge émotionnelle. Il faut l'avoir bien en tête. Mm. Voilà. Et LMNP, oui, il y a des petits changements voilà, qui se passent. C'est pas terrible, mais oui, quand tu vas revendre, malheureusement, Ça fait l'immobilier, que mal. ce soit expatrié ou pas expatrié, l'immobilier, malheureusement, c'est dans le pays où est l'immobilier. Donc ça, tu vas devoir payer quelques impôts, même si, même si tu ne bénéficies plus des impôts français. Mais enfin, en tout cas, des services publics, il faudra que tu payes malheureusement des impôts par rapport à ça. Ok, donc tu as un bien immobilier, ce que j'ai bien compris, à Valenciennes et voilà, bon, bah, très bien. Et Rouen, bon, je pourrais avoir un appart à Rouen. C'est pour le coup, le marché stagne un peu en ce moment, mais enfin, moi, au moment où je l'ai acheté, entre-temps, en tout cas, ça a bien pris. Et ça reste une ville, quand même, c'est comme très, très proche de Paris. Donc ça, et quand ils vont refaire la ligne de train, ça va, à mon avis, ça va permettre aussi. Bon, ça fait des années qu'ils en parlent entre Paris Ouais. et Rouen, mais quand ce sera fait aussi, ça va Ouais, après, vraiment. ville étudiante, ouais, comme tu disais, proche de Paris, c'est aussi comme ça que je le voyais, mais quand je regarde sur Internet les chiffres, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que je vois pas vraiment ça n'a pas suivi la tendance des autres villes moyennes de France, Elle était déjà haute, en bizarrement, fait. quoi. Quoi. Le Mais problème, je c'est pense que que ouais, c'était déjà. c'était cher, ouais. Le Il centre de suffit. Rouen est déjà très très cher, ouais.
Ouais, si tu fais le centre historique, moi je l'ai fait juste à côté où ça commence à se développer un peu bobo là, juste après le centre historique et bah ça a pris quand même beaucoup de valeur depuis et Mm. pour avoir d'autres biens dans le nord justement et bah là c'est plus du rendement quoi. Après voilà, je pense que Ouais, c'est ouais. une façon de voir, c'est une partie rendement et une partie peut-être prise de valeur où en effet bah, Rouen, je suis juste à l'équilibre quoi. Enfin Mm. je tire pas vraiment de cash flow sur mes investissements. Ok, bon, ça marche. Très bien, donc très clair. Donc, tu arrives malgré tout à gérer. C'était plus quand tu es l'agence qui a trouvé le bien et qui a géré un peu le projet, c'était type Mastéos ou quelque chose comme ça, en fait? Enfin, je sais pas si ça te parle, C'était Mastéos. non, je sais plus le nom, mais c'était voilà un truc spécialisé comme ça. Je crois que ça s'appelait investissement locatif, je crois. Mm. Euh, à cette époque-là, il faisait un peu de la pub de tous les côtés. Ouais, je crois Mais voir en ce que gros, c'est. ouais, et en gros, bah, tu passes par quelqu'un qui est indépendant en fait. Enfin, il travaille pour investissement locatif, mais pas directement en fait. Et il démarche pour toi, fait des visites, etc. Et donc ça, cette partie-là, c'était plutôt pas trop mal passé, mais après, c'était plutôt les travaux qui étaient difficiles avec le Covid, etc. C'était très compliqué. Oui, oui, en Mais plus, tu arrives sinon, sur une période pas ouais, forcément simple à gérer. non, pas du tout. Et ouais. Mm, mm. Bon, malheureusement, la plupart de ces sociétés-là, avec la crise immobilière en France, elles ont un peu. Mastéos, par exemple, a déposé le bilan. Enfin, bon, enfin, ça, c'est la France en ce moment, hein, à peu Les près beaucoup aléas, de ouais. dépôts de bilan en ce moment. Donc, c'est assez. Malheureusement. Ok, et bah, très clair. Donc, on a compris l'immobilier physique. T'en feras pas tout de suite en tout cas. Et donc, Non. tu te diriges plus vers du passif. Et du coup, bah, très bonne transition. On va parler de Realty. Donc, depuis quand es-tu investisseur sur Realty? Alors, Realty, j'ai acheté mon premier bien, je crois, en avril ou mai 2021, quelque chose comme ça. Donc, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Et puis, je suis tombé dessus par hasard, je crois, sur Twitter, où il y a quelqu'un qui postait, qui mettait oh, une nouvelle maison tokenisée, etc. C'était vraiment le début. Hein. Enfin, 2021, c'était encore assez récent, donc il n'y avait pas des ventes très souvent. Et je clique là-dessus, je m'intéresse un petit peu au truc et je savais même pas que ça existait en fait, l'immobilier tokenisé. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai suivi un peu le projet. J'ai commencé à regarder quand il y avait des maisons parce que bah, quand j'y suis allé, moi tout était sold out évidemment. Et c'était sold out comme ça pendant des semaines. Et puis après, quand j'ai vu que dès qu'il y avait un bien, ça partait dans la seconde, je me suis dit bon, ok, je vais être plus attentif. Et puis j'ai commencé comme ça avec peut-être un ou deux tokens pour voir. Et puis après, je suis vite devenu accro, comme beaucoup de gens, je crois. Et dès qu'il y avait une vente, j'étais devant. Et puis j'ai commencé bah, vu que ça marchait bien, petit à petit à mettre plus. Donc j'ai pas mal investi à cette période-là, 2021, 2022. J'ai mis pas mal de manière régulière. Après, j'ai un petit peu calmé le jeu et j'ai repris plus tard. Mais voilà, globalement, bah, ça s'est très très bien passé avec Realty sur toute cette période. Du coup, c'était encore sur Ethereum au tout début, quoi. Non, moi, ça venait de passer Gnosis. Et Ah, le temps c'était que tu à ce as moment-là, commencé à investir, ouais. Le temps que j'ai tu commencé arrives à direct. enfin investir. Ouais, j'ai commencé exactement. Tu Ouais, j'ai passes à commencé côté. direct sur Gnosis, mais oui, à ce moment-là, c'était tout récent. Ouais. Ok, bon, du coup, on a à peu près la même ancienneté sur Realty. Ok, est-ce qui t'a attiré? Est-ce que du coup, tu comparais un peu aussi par rapport à ton expérience d'immobilier physique où tu dis, bah, quand même, ça a l'air quand même bien plus sympa. Ouais, les rendements sont quand même un peu mieux. J'ai un peu moins de choses à faire. J'ai juste à cliquer. Bon, déjà, par contre, il faut arriver à investir. Mais au-delà de ça, une fois que j'ai réussi, c'est quand même plutôt sympa, quoi. Ouais, ouais. Ah bah ouais, faut pas comparer. Hein. Sinon, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je fais ça moi-même en France, quoi. Genre, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça a été un peu une claque, quoi, en se disant, mais ouais, je pourrais faire beaucoup plus de rendement sans me prendre la tête vraiment personnellement avec le bien, quoi. Mais bon, après, évidemment, j'aurais pas mis une somme aussi énorme que dans mon appartement physique dès le début, tu vois. Mais finalement, petit à petit, bah, la position s'est construite et après quasi 4 ans, c'est une grosse partie de mon patrimoine aussi, quoi. C'est 20-25%. Donc c'est conséquent. Mais voilà, donc bon, c'est que ça reste différent. Les enjeux sont pas vraiment les mêmes. Enfin, les risques sont pas les mêmes non plus. Donc, tu as le risque immobilier, mais tu as aussi le risque derrière de blockchain, voilà, si tu perds ta Plateforme, clé ouais. privée, la plateforme, Realty. Donc, il y a tout un tas de risques qui font que, oui, le rendement est plus élevé, mais le risque aussi est plus élevé. Ça vient toujours en même temps, quoi.
Ouais. Donc, Ça coupe le donc voilà. rendement de risque, mais au bout d'un moment, il y a pas de rendement sans risque, hein. Ouais, exactement. Sinon, c'est que la banque ou autre, il se fait beaucoup d'argent grâce à votre argent, quoi. Faut le comprendre. Ouais, exactement, exactement. Mais c'est vrai aussi que ce qui m'a mis dedans et bah, c'est avec tous les community calls, tu vois, ils les faisaient depuis pas si longtemps que ça. Donc en fait, quand je suis tombé dessus, j'ai regardé tous les community calls depuis le début. Donc je sais pas, il y en avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine à ce moment-là, et ils étaient pas aussi longs qu'à un moment. Il y avait pas autant de monde. Donc ça durait peut-être 30-40 minutes. Et donc j'ai regardé tout ça et je me suis dit, bon, ok, ça a quand même l'air sérieux et solide. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à mettre un peu plus. Mais c'est vrai qu'au début, bah, il y a toujours les doutes. En plus, c'est la période crypto où c'était un peu, c'était un peu la folie aussi, quoi. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Donc des plateformes comme ça, on en a vu plein et il y en a pas beaucoup qui ont survécu. Donc c'est pour ça Et que beaucoup de ouais, scams. Dernier cycle, on en a ouais. connu des scams, hein. Énormément de scams. Et Classique. aussi des plateformes, je pense, qui voulaient bien faire, mais qui simplement voilà, n'ont pas eu la communauté, ils n'ont pas eu l'argent, ils n'ont pas scale suffisamment rapidement. Et il y a aussi ces risques-là, hein. Après, tout le monde n'est pas forcément mauvais dans le sens où ils veulent voilà, mal faire et juste prendre de l'argent. Mais il y a aussi des trucs, je pense, qui étaient sérieux, mais c'est compliqué, quoi. L'immobilier, c'est pas évident. Et de faire ça sur la blockchain de manière régulière, avoir la confiance des gens, c'est très, très dur. Et du coup, tu étais déjà familier avec la crypto avant de commencer chez Realty ou vraiment tu as un peu découvert la blockchain crypto via Realty? Non, j'étais déjà en crypto. Crypto, je pense, j'ai dû commencer en 2000, peut-être 2018-2019, quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'étais pas du tout quelqu'un qui croyait en la crypto ou quoi que ce soit. J'ai été un peu forcé entre guillemets parce que je jouais pas mal au poker à l'époque et j'ai eu un gain assez conséquent. J'ai eu plusieurs milliers de dollars de gains et pour les sortir, enfin, j'avais pas d'autre solution que de le faire en crypto en fait. Parce qu'à Hong Kong, les banques voulaient pas prendre de trucs de casino, je sais pas trop quoi. Et du coup, j'ai dû faire ça en Bitcoin. Donc à l'époque, bon, j'aurais dû garder mes Bitcoins, mais moi, je voyais ça comme un risque. Je me disais, ouais, j'ai gagné pas mal, j'ai pas envie de les reperdre à cause de la crypto. Mais c'est comme ça que je suis rentré et que j'ai créé mon premier portefeuille crypto. Donc c'était, ouais, je pense 2019, quelque chose comme ça. Ah oui, tu aurais pu peut-être acheter un Bitcoin entier et ça aurait été sympa. Mais bon, Je sais après, plus combien psychologiquement, c'était, tu l'aurais mais sans doute revendu entre-temps. Quand il serait ouais, passé peut-être de 5 000 à 30 000, tu aurais fait waouh, fois 1, fois 6, allez, vas-y, je vends. Ça, c'est comme à peu près tout le monde. ouais. Ok, très clair. Du coup, c'est quoi ta stratégie aujourd'hui avec Realty? Ma stratégie avec Realty, bah, j'ai redéfini du coup un petit peu les poches d'allocation que je voulais avoir. Et donc, ma stratégie, c'est de réussir à garder Realty un certain pourcentage de mon portefeuille. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai mis, je sais plus combien j'ai mis, j'ai dû mettre immobilier 40%, je crois, quelque chose comme ça. Mais donc là, ça compte aussi mon bien physique. Donc, évidemment, là, je suis bien au-dessus des 40% à cause de mon bien physique. Et l'objectif, du coup, bah, ça va être aussi de se séparer de ce bien dans les années qui viennent. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. On verra selon le marché. Et après, bah, redispatcher cet argent pour arriver à cette allocation. Donc, j'avais mis, je crois, 40% immobilier, 30% en bourse. Et puis après, le reste, bah, il y a crypto. Et puis garder un peu de liquidité aussi. Donc ça, ouais, donc ça va être ça. Ça va être simplement de continuer à mettre de façon régulière sans dépasser ce pourcentage d'allocation que je me suis défini. Ok, très clair. Et du coup, comme tu as démarré il y a quand même un petit moment chez Realty, forcément, tu dois être très exposé sur du Détroit. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, déjà, bah, il y a une bonne nouvelle cette semaine, en tout cas au moment où on fait cette vidéo, il y a eu la Colombie qui est sortie et en tout cas, ils essaient de plus en plus aussi de se diversifier sur d'autres États et donc d'autres pays. Comment tu vois ça? Tu vois ça d'un bon œil ou tu es vraiment un Détroit fanat et tu veux rester sur le Détroit avec des gros rendements et voilà. Ouais, Détroit, bah effectivement, ouais, j'ai beaucoup de Détroit, mais au début, je prenais vraiment tout ce qui passait, quoi. Donc, j'avais eu un peu de Chicago aussi, parce qu'à une époque, il y avait quand même pas mal de Chicago. Il y a eu un petit peu de Cleveland et tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai même revendu mes Chicago il y a pas longtemps et j'ai repris, j'ai renforcé Détroit et Panama aussi. Et bah, Détroit, je pense que quand même enfin, l'upside de la ville avec en plus Trump maintenant, il veut réindustrialiser, etc. Moi, je vois toujours une belle performance à venir, même si ça a déjà beaucoup augmenté.
je pense que ça va quand même rester très solide. Donc, je préfère rester sur Détroit majoritairement. Et puis après, j'ai quand même un petit peu Cleveland aussi, que j'aime bien. Et par contre, complètement sorti de Chicago, parce que je trouve que euh, la ville reste un peu déjà très criminogène. Et puis je trouve que l'upside immobilier me paraît moins grand que sur Détroit. Donc je pense qu'en fait, le risque rendement aussi, le rendement est un peu plus faible à Chicago. Donc le risque rendement, je trouve, est trop élevé pour moi à Chicago. Et en plus, Realty ne compte pas à continuer d'acheter des propriétés là-bas, sauf grosse opportunité. Donc en fait, moi, j'ai pas non plus envie de rester exposé là-bas si c'est pour qu'ils ne grandissent pas plus que ça. Donc voilà, principalement Détroit. Panama, j'ai mis pas mal. Et j'aimais bien aussi tout ce qui était les loans. Donc on n'en a pas eu là depuis longtemps, mais j'avais mis pas mal sur les quelques loans qui étaient à 10, 10,5 de rendement. Je trouve que c'est quand même sympa. Après, tout le monde n'a pas aimé parce que il n'y a pas de bien réellement derrière. Et puis après, il faut réallouer peut-être au bout de 2-3 ans, quand on retouche la somme, il faut réallouer le capital. Donc ça plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît bien justement de retrouver de la liquidité dans le temps et de pouvoir le réallouer. Parce que à ce moment-là, il y aura peut-être d'autres opportunités plus intéressantes que ça. Donc c'est quelque chose que j'aimais bien. Ouais. J'espère en voir plus d'ailleurs. Et après, il y a l'immobilier qui est derrière en collatéral hein, quand même. Donc, Exactement. Ouais. C'est pour ça que je me dis que si ça se passe mal, normalement, au final, ça se passe bien pour nous, quoi. Mais bon, en oui, parce qu'il espérant y a certains que. biens qui sont plutôt. Je crois que le premier, enfin, le bien, il était juste magnifique et je pense que Ouais, ouais. ça peut être sympa. Ok, très clair. Est-ce que tu analyses les projets ou vraiment tu prends ce que tu arrives à attraper? Alors au début, j'ai analysé pas mal parce qu'en fait, au début, c'était beaucoup de propriétés individuelles. On avait des salves de 10, 15, 20 maisons d'un coup qui partaient. Et de toute façon, déjà, on savait que c'était impossible de toutes les avoir. Donc moi, ce que je faisais, c'est que avant, je regardais un peu les quartiers, l'environnement, etc. Et j'essayais de prendre ce qui me paraissait le mieux, quoi. Donc s'il y avait 15 ou 20 maisons, j'essayais d'en target 4 ou 5, me dire que c'était celle que moi je trouvais le mieux avec le plus euh, comment dire, de potentiel, quoi. Et donc je filtrais un petit peu comme ça. Et j'avais quelques sites. Après, j'ai trouvé tes vidéos plus tard, et du coup, et donc je faisais un peu comme toi, quoi. Je regardais sur plusieurs sites, je recoupais un peu les informations. Et j'allais pas autant dans le détail, mais voilà, je me disais que déjà avec ce travail-là, je pouvais potentiellement filtrer peut-être des propriétés qui allaient moins bien performer. Donc j'ai fait ça au début. Et puis après, je l'ai quasiment plus fait en fait. Après, vu que c'était vraiment trop la course pour avoir les tokens, et que en fait, je me suis aussi rendu compte que Realty achetait quand même très bien les propriétés. On achète vraiment à des bons prix. Enfin, quand on regarde un petit peu le marché, surtout à cette époque-là, 2021, 2022, ils achetaient vraiment, vraiment à des bons prix. Je pense parce qu'ils achetaient en paquet aussi. Et donc, à la fin, je me suis dit, mais en fait, peu importe. Enfin, Realty a déjà fait ce filtre. Et donc, moi, j'achetais tout ce que je pouvais, quoi. Et aujourd'hui, je regarde tes vidéos aussi maintenant pour avoir ça. Il y a Alpha aussi qui mettait des notations pendant un moment. Donc après, je m'embêtais plus à le faire moi-même en fait. Je regardais vos contenus et voilà. Et quand j'hésitais entre plusieurs propriétés, c'est comme ça que je faisais mon tri, quoi. Ça marche. T'as réussi à voir la Colombie ou pas? Colombie, j'ai eu un token. Ah, c'est déjà ça. Mais... Ouais. Mais le problème, c'est que sinon, je dois me lever à 2-3 heures du matin, quoi, Bah ouais, parce que pour toi, avoir les du coup, tu ventes. étais sur la troisième phase. Voilà, moi j'ai juste fait la troisième phase qui était à 16 T'étais heures, je limité crois, à... heure Hong Kong. Donc j'étais Ok. limité à un token. Et Ok. je l'ai eu au Ouais. moins. Ouais, au moins, tu l'as eu. Mais c'est vrai que quand je vois beaucoup de Français, en tout cas qui vivent en France ou en tout cas en Europe, qui se disent, ah, c'est toujours complexe et tout. Enfin, franchement, Realty, clairement, fait un peu pour nous. Après, je crois que c'est 50% des clients Realty qui sont en Europe. Donc, ça peut se comprendre. Mais c'est vraiment basé sur nos fuseaux horaires à nous, quoi. Enfin, pour des gens qui Ouais, sont en Asie, c'est quand même très complexe. Pour avoir quelques clients et tout qui sont basés aussi en Asie, voilà, ils doivent soit se lever en pleine nuit, soit il n'y a que la troisième phase. Sauf que la troisième phase, il n'y a que les 10% restants. Donc, à chaque fois, tu ne peux pas mettre beaucoup. Donc, c'est quand même assez embêtant. Et un peu les Américains sur le continent américain, mais du coup, c'est le matin pour eux. Mais donc, clairement, faut pas, je pense pas qu'on doit se plaindre parce qu'on a quand même 90% qui est pour nous. Donc, ouais. clairement. Et ça m'inquiète un peu vu mon futur, mais c'est pas grave. Ça, on en parlera à la fin. Ça va être complexe. Ok. Comment toi tu vois l'évolution de Realty?
Alors l'évolution de Realty, bah moi au tout début je me disais c'est incroyable, ça va être vraiment voilà, c'est la startup qui va exploser parce qu'ils ont une avance technologique, de communauté, d'équipe. Enfin voilà, ils ont genre 3-4 ans d'avance quoi. À ce moment-là, vraiment ils étaient tout seuls quoi. Et donc maintenant ils sont quand même toujours un petit peu tout seuls. Mais je trouve que ils ont un peu moins d'avance parce qu'ils ont développé des outils, etc. Mais en termes de vente, de volume, ça stagne. Ça stagne depuis 2-3 ans. Et quand on est une startup innovante comme ça, on est censé faire 50%, 100% de volume en plus année après année, quoi. On est censé exploser, quoi. Donc là, c'est le point moins qui m'inquiétait depuis là 2 ans, on va dire. C'était la stagnation. Mais avec les dernières nouvelles justement de la Colombie et de l'ouverture, on va dire, de la plateforme à des sourceurs indépendants. Là, je trouve que moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est même peut-être ce qu'ils auraient dû faire l'année dernière. Mais au moins, ça arrive maintenant. Donc, je suis content de voir ça. Surtout en tant qu'investisseur RWA aussi. J'ai un peu envie de voir les sous rentrer dans Realty, quoi. Et aussi pour notre bien à tous, hein, parce que si Realty n'arrive pas à faire d'argent, il y a un moment où il y aura un problème, quoi. Donc content des dernières nouvelles. Et donc au vu de ça, j'ai un peu revu ma copie et je me dis que là vraiment ils peuvent tenir le bon modèle, quoi. Et la deuxième chose, c'est aussi la société de gestion qu'ils font eux-mêmes. Je pense que c'était en tout cas prévisible. Moi, je me doutais un petit peu que ça allait arriver à un moment ou à un autre parce que enfin avoir autant de propriétés et avoir des gestionnaires différents, etc. Je pense que c'est juste impossible à gérer, quoi. Ou alors ça demande tellement de personnel que ça coûte trop cher. Donc la société de gestion, je pense que ça va leur faire beaucoup d'économies dans le temps, même si ça va être probablement dur à setup au début. Je pense que dans les 3 ou 5 ans qui viennent, ce sera un autre marqueur de différenciation qui font que Creative vraiment ce sera indétrônable, quoi. Si ça se passe bien, franchement, ils ont une telle assise que ce sera vraiment très dur d'aller les chercher. Et donc les sourceurs individuels, parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de propriétés que ça. Et le problème, c'est que maintenant, je pense que Realty a un petit peu peur de proposer des biens à 7 ou 8%, comme on a au Texas et tout ça, parce que les gens achètent pas instantanément, quoi. La propriété part pas dans la seconde. Et ça, je pense que ça fait un peu peur à Realty, ce que je peux comprendre. Mais il faut peut-être aller chercher du coup d'autres investisseurs, donc peut-être mettre un peu plus sur le marketing et trouver des gens qui comprennent que 7-8% de rendement, c'est énorme, quoi. Quand on a un bien physique, on se rend compte que 7-8% net que nous on touche, Et net de gestion. voilà, net Net de de gestion, gestion, il n'y a c'est rien. énorme, c'est gigantesque. Donc voilà, je pense que moi le souci c'est juste ça, hein. C'est pas le fait que ce soit des biens à 7-8%, c'est juste qu'en face, ils ont seulement des gens qui, je pense, en moyenne, n'ont pas une connaissance immobilière énorme et sont juste là parce qu'ils ont vu du rendement. Et c'est juste que le bien, c'est un truc immobilier, mais si ça avait été un tableau ou une voiture, ils auraient acheté pareil parce que ça donne du 10%. Mais ils sont pas là pour l'immobilier. Et donc, c'est juste que voilà, il faut qu'ils trouvent aussi cette communauté un peu plus dans l'immobilier, quoi, un peu plus connaisseur, je pense. Et je pense que ces biens-là finiront par partir quasiment comme des biens à Détroit à 9 ou 10% partent. Oui, alors, t'as pris celle du Texas là ou pas? Parce que c'est parti plus lentement du coup. La dernière, j'ai le temps, donc je l'ai pas pris encore, mais toutes les celles du Texas avant, je les ai pris. J'en ai mis pas mal parce qu'ils comptent faire des chambres individuelles, etc. Enfin, éventuellement, quoi, si ça fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai chargé pas mal. Mais ouais, sinon, moi, ça me dérange pas. Toutes les propriétés qui sont classe C, B, etc. Je les ai pris aussi, mais avec des rendements à 6,5, 7. Moi, ça me dérange pas. Je prends aussi. Ouais. Ouais. Après, bon, moi, je partage tout ce que tu as dit juste avant. Clairement, aujourd'hui, après, c'est leur orientation de base, hein. Enfin, ils ont attiré plus des clients venant de la crypto. Donc, forcément, ils sont habitués à des rendements bien supérieurs à 10% en général. Déjà, même 10%, il y en a beaucoup qui disent, franchement, on se fait un peu chier, quoi. Enfin, et c'est vraiment limite en bear market. Ça sert plus pour le bear market. Donc là, on est censé peut-être aller dans une année de bull run. Donc, c'est vrai qu'aussi en ce moment, ils ont du mal à attirer des nouveaux clients. Quand on regarde un peu les métriques, le nombre de clients n'augmente pas réellement en ce moment. Donc, ce qui est assez paradoxal, parce qu'il faut quand même pas mal de communication. Donc, c'est peut-être aussi l'un des problèmes qu'aujourd'hui, je pense, c'est qu'ils ciblent trop ce type d'investisseurs.
Alors oui, ils sont très liés à la blockchain, ils parlent de la DAO, ok, le RMM et tout ça, la DeFi et tout, pour comprendre tout ça. Pour quelqu'un et pour avoir quelques clients là-dedans qui ne sont pas du tout de ce monde-là, c'est très complexe. Mais malgré tout, je trouve que des fois, ils axent trop sur cette partie-là et ils devraient axer plus immobilier, en effet, et attirer des investisseurs type immobilier. Parce qu'on voit des plateformes en France, voilà, type, je vais citer Tantième ou autre, franchement, c'est pas hyper dynamique à côté. Et avec des rendements, voilà, on est à 7-8%. Et pourtant, ils lèvent 1 million, 2 millions, ils y arrivent sans problème, quoi. Et là, c'est vraiment très, très ciblé uniquement France, alors que Realty est quand même international. Donc, je pense qu'ils n'auraient aucun souci à lever cet argent-là, mais il faut cibler peut-être une clientèle peut-être un peu plus âgée, peut-être des SCPI, quoi. Enfin, on a des SCPI, honnêtement, un peu, c'est un peu chiant, quoi, les SCPI, mais entre du 4 et du 6%. Et pourtant, c'est des milliards et des milliards, quoi. Donc, il y a pas de. Je pense que voilà, il faut qu'ils arrivent peut-être plus là-dessus, peut-être cibler des CGP, peut-être cibler, en tout cas, changer un peu leur communication autre. Et ce serait bien qu'ils arrêtent aussi d'être trop français, trop francophones en tout cas, voilà, plus international, parce que je pense que ça leur ferait aussi du bien d'être beaucoup plus international que trop ciblé avec nos chers compatriotes qui aiment beaucoup râler aussi et qui du coup ils ont dès qu'il y a un truc qui est ça, le rendement il est un peu baissé, des directs ça va pas et voilà, on est un peu plus râleur. Bon, après c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Donc voilà, ça ce n'est que mon avis. Ouais, je suis d'accord, euh, globalement, ouais, je suis d'accord. Quel est le plus grand risque selon toi? Le plus grand risque, selon moi, pour moi, le plus grand risque, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que Realty ne finisse par pas faire d'argent, ne pas trouver cette clientèle justement qui accepte des rendements plus faibles et qui se retrouve avec des biens sur les bras qui sont pas financés au moment où le closing se fait et que ça commence à effet boule de neige et que on se retrouve avec plein de biens sur la marketplace qui partent pas et on se rend aujourd'hui pas compte parce que les biens partent dans la seconde dès qu'il y a un peu de rendement. Mais si vraiment on arrive avec des sourceurs qui sont dans d'autres pays où les rendements ne sont pas de 10%, il faudra bien comprendre que voilà, si le mec il nous envoie 2, 3, 4, 5 biens qui font, enfin, voilà, qui font partie de l'écosystème Realty en disant c'est parce que là on est plus sur des biens premium, donc ça va être 5-6%, mais qu'il n'y ait personne en face, ça va poser très rapidement des soucis, quoi. C'est que soit les propriétés, on ne va pas les acheter et du coup Realty ne touchera pas sa com, ou soit ils vont avancer les fonds et ils vont se retrouver du coup avec une avance de fonds pendant X mois. Enfin, voilà, il y a un vrai problème de liquidité pour Realty là dans ce cas-là. Donc moi, pour moi, le plus gros risque c'est ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à scale, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver cette communauté qui peut-être vient des CPI comme tu le dis, sachant qu'en plus ces gens-là, je crois, paient des frais de dingue à l'entrée. Je crois que c'est du 10, 15 ou 20%. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Mais effectivement, si on arrivait à présenter ça de manière plus facile à des gens qui ont peut-être 50, 60 ans pour se diversifier un petit peu, on leur dit pas de mettre 100% de leur actif, mais voilà, 10, 15, 20%. Mais il y a aussi cette barrière de la blockchain aujourd'hui, où c'est pas forcément évident de télécharger MetaMask, de setup Gnosis. En plus, Gnosis, personne connaît, très franchement. Même si c'est des OG qui sont là depuis longtemps et que je trouve que la chaîne est géniale. Enfin, ça marche très bien, c'est pas cher, c'est stable. Mais voilà, les gens connaissent pas. Il n'y a pas de meme coin dessus. Il n'y a pas il y a pas ce côté casino gamble que les gens viennent rechercher aussi. Et donc pour moi, c'est une barrière de plus. Donc c'est le plus grand risque, pour moi, c'est ça. C'est que ça reste confiné à ce petit écosystème qu'on a aujourd'hui et que ça n'arrive pas à exploser, à toucher la masse de gens qui y a encore sur le marché, quoi. Ouais, non, mais, je partage tout à fait avec toi. Et en fait, c'est un équilibre à trouver aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin de plus de clients par rapport à ce qu'ils proposent? Non, parce que les biens, ils partent dans la seconde. Donc déjà, ce serait encore pire, ce serait encore plus complexe pour investir. Mais à contrario, ils vont peut-être pas aussi sur d'autres choses parce qu'ils n'ont pas cette base client suffisante justement pour des différents types d'investissements. Donc en fait, il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver cet équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, ils prennent peut-être moins de risques à aller justement, enfin, même Jean-Marc, il l'a dit plusieurs fois, enfin, toi, il voulait aller en Floride, c'est être sur des biens plus huppés, mais en effet, ça aurait été du 5-6%. Et peut-être et voire même du 4%, mais avec une vision, voilà, là, les biens, ils étaient décotés, et peut-être que dans 2, 3, 4 ans, en fait, ces biens-là, ils auraient explosé parce que là, c'était une période compliquée avec les ouragans et autres, où enfin, il y a eu pas mal de problèmes climatiques et que peut-être, en effet, dans 4-5 ans, les trucs, ils auraient fait 100%. Voilà. Je crois qu'il y a un bien aujourd'hui en Floride hors Ouais. résidence de vacances. Le bien, il a été réévalué qu'une seule fois, je crois, mais le bien, il a plus de 100%. Donc, donc c'est juste,
voilà, c'est une autre vision. Et en effet, il a du mal à se vendre sur le marché secondaire. Bon, parce que maintenant, en plus, c'est peut-être moins intéressant parce que le truc, il a déjà explosé. Mais oui, il fait que du 3-4%. C'est un peu chiant. Mais bon, en attendant, si tu l'as acheté à $50 et que maintenant il en vaut 110, tu as fait plus de 100% dessus. Donc, franchement, c'est aussi une autre vision de l'investissement. Il n'y a pas que le rendement. Enfin, souvent, il y a aussi, et c'est ce que j'essaye de dire dans mes vidéos, de mes présentations. Ok, là, il est à 7%. Mais 7%, bah ouais, mais là, tu l'as très bien acheté par rapport au marché. On est sur un marché qui est quand même en général plutôt en croissance ces dernières années. Donc, il y a une tendance. Après, bien sûr, personne n'a de boule de cristal, mais on est quand même sur une tendance qui, je pense, qui peut continuer. Il y a une dynamique quand même assez importante en ce moment aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Donc, voilà, je pense que ça donne quand même des bons indices sur aussi l'évolution qu'il va y avoir et la plus-value potentielle, en tout cas derrière. Et c'est ça aussi l'immobilier. Hein. C'est pas que le rendement lié au loyer. Donc, voilà, c'est plein de choses, mais sauf que ça, on l'a pas. En tout cas, la masse des investisseurs realty n'a pas cette vision long terme et plus court terme et avec le rendement immédiat parce que ils viennent de la crypto, encore une fois. Donc, ça, malheureusement, c'est ça. Mais bon, on verra. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Et un peu plus de Web 2. Je pense qu'il faut, encore une fois, il faut être un peu plus Web 2 et OK, l'abstract compte et tout. C'est très bien, mais ça reste toujours complexe. Là, tu vois, je parlais avec un client là, récemment, qui est lui, donc sur Abstract Compte. Ok, mais en fait, il y a toujours le wallet. Il est quand même toujours là, même si et c'est complexe en fait pour une personne de 50-60 ans. Ça reste complexe. En fait, il faudrait, oui, du pur Web 2 pour certaines personnes. Et tant pis, ils ne pourront pas participer à l'écosystème du RMM, de tout ce qui va être IAM et autres. Et c'est pas grave, en fait. Ça peut être une part. Je pense que ces deux mondes-là peuvent coïncider et au fur et à mesure, peut-être les amener parce que les choses vont évoluer. Il peut y avoir peut-être des vrais tutos faits à l'intérieur et, je sais pas, voilà, une académie DeFi, machin, au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, il focus peut-être trop sur l'avenir, sur le futur. Mais je pense qu'il y a des choses déjà à faire aussi un peu dans le présent, même s'ils ont beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord que pour moi, ils passent trop de temps sur tout ce qui est DAO et tout ça. Enfin, ils mettent trop d'efforts sur des choses qui rapportent rien, quoi. Enfin, ils ont aucun intérêt à développer la DAO tout de suite. Et en plus, la communauté reste quand même petite. Donc, les règles, il y en a très peu en circulation. Donc, pour moi, se focaliser sur la DAO, faire déjà plein de votes et tout ça, c'est encore trop tôt, quoi. C'est quelque chose qui devrait arriver beaucoup plus tard. Et voir que voilà, Michael et ils sont peut-être, je sais pas combien à travailler là-dessus. Moi, ça m'embête un peu, quoi. Ils pourraient développer d'autres trucs qui pourraient rapporter des sous à Realty. C'est comme le YAM, par exemple, ça me choquerait pas qu'ils prennent un pourcentage et que le YAM reste à Realty parce que c'est eux qui l'ont développé. Je vois pas pourquoi la DAO irait récupérer ça. Enfin, moi, ça me choquerait pas qu'ils le gardent et que voilà, qu'on ait 0,1 ou 0,2% à chaque transaction. Ah, pourquoi pas? C'est un service qu'ils proposent. Ça nous permet aussi de ne pas avoir des faux tokens comme on avait sur Swapcat. Ça nous protège quand même un minimum. Évidemment, l'interface est dégueu encore en ce moment, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Ils pourraient se développer là-dessus. Après, je comprends que c'est pas l'imaginaire qu'ils ont, c'est pas l'idéal qu'ils ont. Mais ouais, c'est aussi un point semi-négatif parce que bon, c'est quand même bien de voir toutes ces évolutions, mais pour moi, c'est pas une question de priorité qui est pas top. Et pour les biens que tu disais qu'on fait x2 et qui maintenant ont un rendement de 4-5%, Jean-Marc qui veut vendre des propriétés, mais pour moi, c'est ces propriétés-là qu'il faut vendre au grand public en fait, parce que il n'y a pas de liquidité. Enfin, personne va acheter un truc qui a fait x2 à 4 ou 5% de rendement. Donc il faut la vendre, voilà, faut la détokeniser s'il le faut, faire un vote, et comme ça les gens retrouvent leur bénéfice à la fin. Et ils vont peut-être pas faire 100% de rendement, mais ils vont peut-être faire 80%. Realty va pouvoir prendre ses frais en plus. Donc tout le monde est content, quoi. Et moi, c'est ces propriétés-là que je voudrais éventuellement aller voir quitter le portefeuille Realty parce que je trouve aussi normal que Realty gère son portefeuille et veulent sortir, en tout cas proposer à la communauté de sortir quelques biens. C'est beaucoup en débat là depuis quelques mois, mais allez-y, hein, faites les votes, quoi. Si les gens veulent garder, ils vont voter, et puis sinon, ils ne voteront pas et on pourra vendre. Pareil, tu vois, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que les priorités ne sont pas toujours mises au bon endroit. Enfin, clairement, faire la DAO, je pense qu'il a passé beaucoup de temps, Michael. Et entre la DAO qui rapporte strictement rien, mais c'est juste de l'image, mais par rapport au monde crypto et autres, et justement créer ces votes pour revendre, parce que c'est quand même pour moi beaucoup plus important. Enfin, comme tu dis, parce que c'est là qu'ils vont gagner de l'argent. Encore une fois, ils prennent 10% à la sortie. Donc, là, ils vont vraiment, ils vont prendre, encore une fois, pour la solidité financière de Realty, c'est essentiel, je pense. Donc, les priorités, elles doivent être là.
Donc, je pense que malheureusement, moi aussi, ça me gêne et que, en effet, qu'ils prennent 0,1, 0,2% sur chaque vente sur le YAM. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est tout à fait. Enfin, c'est normal, ils apportent un service. Si tu veux pas passer par ce service, et ben, tu leur revends à eux et là, ils vont te prendre 3%. Donc, c'est encore Ouais, plus. et puis ça éviterait des comportements d'achat-revente aussi intensifs. Ça limiterait un peu ce côté-là. Mm. Donc, Avec les bah, bots moi, et tout, parce qu'en effet, ouais, aujourd'hui, c'est un problème. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Et ben, en fait, tu prends. Bon, j'ai- non, je ne veux pas parler de taxes parce que j'allais parler de la taxe Hollande sur les transactions financières en France et tout ça. Voilà, bon, ça, voilà. Ça, bien sûr que je suis contre ces conneries-là. Mais là, c'est pas une taxe. Là, c'est juste, bah, tu payes un service, en fait. Là, encore une fois, c'est très différent. C'est très différent. Ils ont passé du temps, donc de l'énergie, donc de l'argent, forcément, pour développer cette plateforme. Alors, elle est dégueulasse, on est d'accord. Mais clairement, enfin, c'est normal qu'ils en tirent un bénéfice de ça. Et là, de donner ces bénéfices à la DAO ou je sais pas quoi, moi, je suis pas pour. Hein. Je trouve ça complètement con. non, moi Enfin, non bon. plus, moi non plus. Et en plus, Et, ça punit ceux qui vont faire du trading de tokens, parce qu'ils vont payer ces 0,1, 0,2% tout le temps, quoi. Ils vont les payer 100 fois par an. Et le mec qui hold et qui lui va vendre sa propriété après 5 ans, il s'en fout de payer 0,1% sur le YAM. Enfin voilà quoi. Le mec il a peut-être fait 40% plus 10% de yield pendant 5 ans. Lâcher 0,1%, il s'en fout quoi. ouais, non, mais sur la masse en plus, enfin, eux, ça leur ferait quand même un peu d'argent. Et comme je dis, tu vois, bah, clairement, le YAM, cette interface, elle est dégueulasse. Mais il y a d'autres plateformes communautaires avec Fred Pito ou autres. Bah, pareil, enfin, moi je le dis, enfin, en fait, tu dois prendre aussi 0,1% parce que tu apportes un service sur un service au bout d'un moment. Enfin, ta Mhm. plateforme, elle est beaucoup plus intuitive, elle sert, les gens, ils préfèrent, enfin, à titre perso, je préfère largement aller sur sa plateforme à lui enfin, sur l'IAM, c'est impossible, je comprends rien. Bah, franchement, c'est trop horrible. Mais eh ben, c'est normal, je te reverse à 0,1% sur le montant. Enfin, au bout d'un moment, je trouve ça logique. Enfin, tu apportes un service, tu dois payer, quoi. Enfin, Ouais, c'est la ouais, base du commerce et de l'économie ouais, d'accord. aujourd'hui, quoi. Enfin, Au moins donc, pour payer la maintenance quoi. Au moins pas qu'ils ouais. fassent des profits de dingue, mais au moins qu'ils puissent payer la maintenance. Et peut-être que le YAM marcherait mieux si justement ils en tiraient un petit revenu quoi. Non, non, mais voilà. Moi, je trouve ça logique, mais bon, après, bon, on verra comment ça évolue là-dessus. Ok, et ben, on a assez parlé de Realty. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes d'immobilier fractionné, tokenisé que tu suis ou dans lesquelles tu investis? Que je suis, il y en a quelques-unes, mais sur lesquelles je suis investi, il y en a qu'une autre, et c'est Block Square, qui eux, ils sont sur Ethereum. Et donc, ça fait peut-être 3 ans que j'avais acheté le token. Enfin, ils ont un token qui s'appelle De BST, gouvernance, ouais. ouais, de gouvernance. Et ils ont aussi après donc, ce qu'on appelle les BSPT, qui sont là les tokens de propriété. Et là, sur les tokens de propriété, le premier que j'ai acheté, c'était il y a peut-être 1 an et demi seulement. Mais parce qu'en fait, bah, j'ai commencé à vraiment regarder ce qui était possible de faire avec. Et puis, c'était assez intéressant, je trouve. Maintenant, c'est pas du tout la même vision que Realty. C'est pas du tout pareil. Block Square, c'est vraiment, il donne les outils aux agences, par exemple, ou à des personnes qui voudraient se lancer dans la tokenisation pour se lancer, quoi. Donc, ils offrent un service clé en main avec la plateforme, avec les pools de liquidité. Tout est là, en fait. Il n'y a plus qu'à tokeniser sa propriété. Il y a le côté légal qui est pris en charge. Enfin, c'est vraiment très, très, très complet. Et donc, on peut lancer sa marketplace très facilement. Et donc, c'est ce truc de marque blanche que Realty veut faire. Enfin, ce que je comprends, c'est qu'ils ont ça aussi à terme de vouloir faire. Bah, eux, c'est ce qu'ils font déjà, en fait. C'est que voilà, ils vendent un package avec tout dessus. Il y a déjà la marketplace. Vous pouvez mettre votre logo, les couleurs, tout ce que vous voulez. Et vous mettez vos propriétés. Et après, bah, ça fonctionne comme si vous achetiez directement sur la marketplace de Block Square. Mais ça peut être n'importe qui lance ça, quoi. Donc, c'est vraiment deux visions complètement différentes. Et moi, j'investis aussi donc sur quelques biens. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a peu de liquidité. Donc, pour moi, le risque, c'est ça, c'est que la liquidité, vraiment, la communauté est beaucoup plus petite. Donc, la revente, j'ai pas encore revendu, donc je sais pas, mais je vois qu'il y a peu de volume. Il y a assez peu de volume. Donc, mais le rendement, en fait, on peut stake ses propriétés et toucher des BST. Donc, on peut toucher des tokens de gouvernance au lieu de toucher des loyers. Et les loyers partent à la DAO. Au lieu que nous, on les reçoive, les loyers partent à la DAO en stablecoin. Et nous, après, on reçoit du coup des BST. Et donc, le rendement, au lieu que ce soit 5 ou 6%, et ben, c'est 20, 30, 40%. Mais vous êtes sur du BST, donc évidemment, ça peut y avoir des fluctuations, quoi.
Donc, c'est pas du tout le même écosystème. Mais voilà, j'ai alloué peut-être, voilà, je dois avoir 95% Realty, 5% de Block Square. Mais j'aimerais bien prendre plus, mais pour le moment, j'ai juste un doute sur la liquidité, quoi. J'ai peur de ne pas pouvoir revendre. Alors bon, j'aurais fait un gros rendement entre deux, donc même si je revends à moins 20%, je pense que je serai quand même en profit, mais voilà, ça me gêne un peu d'avoir potentiellement, au bout d'un moment, pas mal de biens et de me retrouver bloqué. Mais là, ils ont un token qui va sortir qui s'appelle le Point et qui est un flat coin. Donc, je connaissais pas trop ce truc-là, mais en fait, c'est un flat coin et ça va être backed par les BSPT, donc par tout ce qui est, par toutes les propriétés qui sont là, collatéralisées. Et donc, en fait, on pourra revendre nos BSPT, donc nos propriétés, directement via ce token-là. Donc, il y aura des espèces de pools et ce sera un peu comme un Uniswap avec des pools de Point plus BSPT. Et donc, on pourra instantanément revendre. Et il y aura en fait un premium si par exemple vous voulez revendre tout de suite, bah, vous revendez qu'à 95% du prix, quoi, par exemple. Et donc ça fait que ça paie des frais, quoi. Donc c'est pour la plateforme et aussi pour éviter que les gens ne fassent des allers-retours incessants, quoi. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est pas encore en place, mais c'est censé arriver là Q2. Donc j'attends de voir et si vraiment ça fonctionne bien, bah, j'espère pouvoir en prendre un petit peu plus et diversifier un peu plus parce que là je suis full realty, quoi. Les biens, elles sont situés où en général? C'est principalement en Europe de l'Est. Ok, comme beaucoup. Beaucoup, Estonie et tout ça, quoi. Lettonie. Ouais, c'est Ljubljana, je crois. Il y en a beaucoup à Ljubljana. Mais c'est des trucs assez gros, donc voilà, il n'y a pas qu'un appartement, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis moi, ça diversifie aussi géographiquement, vu que Realty n'est pas en Europe. C'est un bon point aussi. Justement, c'était ma question suivante. Est-ce que, en tant que Français expatrié, alors tu as déjà un bien, bien sûr, à Valenciennes, mais une fois que tu l'auras vendu, est-ce que tu seras intéressé pour investir sur ce type d'investissement en France ou pays frontalier, ou vraiment, en ce moment, tu n'as pas trop envie de t'exposer à l'Europe? Ouais, deuxième option numéro 2. J'ai pas du tout envie de m'exposer à l'Europe. Pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, c'est politique. Je trouve qu'ils font pas du tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une dynamique immobilière, enfin, qu'il y ait une dynamique quelconque, en fait. Enfin, faut bien voir qu'on fait pas de croissance depuis des années. La seule croissance qu'on fait, c'est parce qu'on augmente la dette. Et quand on augmente la dette de 5 points, on crée 1 point de croissance, quoi. Enfin, c'est ridicule. Faut bien voir que le modèle est complètement cassé en Europe. Donc, j'ai pas du tout envie d'investir, que ce soit même action ou que ce soit IMO. J'ai qu'une action en Europe et pas en France pour éviter en plus de payer du coup cette TTF qui passe à 0,4% d'ailleurs, je crois maintenant. Ah ouais? Donc, De 0,3, 0,4? Bah elle merde passe de alors. 0,3. Bah oui, c'était pas assez. Donc ouais, non, et en plus, je veux pas m'exposer aussi à l'euro parce qu'il y a ce critère-là, donc là qui est particulièrement parce que moi je vis à Hong Kong, donc tu payes en HKD, toutes mes dépenses, tous mes revenus sont en HKD. Le HKD, il faut savoir que c'est backé à l'US dollar. Ouais. Donc, moi, je peux faire ma transition HKD dollar de manière stable. Ça bouge pas. Ce qui est évidemment extrêmement avantageux puisque le dollar s'est renforcé contre toutes les autres currencies. Donc, en fait, tous les euros que j'ai gardés en France se sont dépréciés par rapport à mon mode de vie ici, en fait. Donc, si je les ramène ici, je peux acheter moins de choses que je pouvais acheter il y a 2 ans avec ces euros-là. Donc, j'ai pas du tout envie de mettre plus d'euros en France ou en Europe. Et principalement pour cette raison-là, parce que quand on regarde le cours de l'euro-dollar, c'est énorme, quoi. La perte de valeur quand on vit dans un autre pays, bah, c'est vraiment beaucoup. Non, le risque euro, on s'en rend pas compte, mais enfin, l'année en 2024, quand j'avais fait le bilan de l'année, en fait, vu que je suis quand même beaucoup exposé, Realty ou autres projets hors Europe, en fait, mécaniquement, avec la bourse, avec la partie dollar, en fait, je crois que on devait être à 1,20 au début d'année et à la fin, on était vers les 1,03, 1,04. En fait, tu as pris 15%, quoi. Enfin, donc, tu as pris 15% rien que sur la monnaie. Donc, déjà, si tu as pris du 10%, plus du 15%, bon, ça ne s'additionne pas comme ça, mais en fait, tu as fait des rendements de juste incroyables parce que ta monnaie euro, elle est juste, elle est dévaluée, quoi. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, elle vaut rien, quoi. Enfin, juste qu'elle est Ouais, ouais. rémunérée par rapport à son risque. Enfin, encore une fois, le taux de la BCE il est tellement bas par rapport au risque qui pèse sur l'euro avec les dettes des pays, enfin, des différents pays européens. C'est juste, enfin, c'est manipulé, enfin, ça, on le sait tous. Mais enfin, franchement, le risque sur l'euro, il est juste énorme. Et clairement, la France
n'aide pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays européens aux alentours qui nous aiment pas trop parce que la France fait peser un énorme risque au global sur toute la zone euro. Voilà. Donc, Ouais. clairement. Et moi aussi, la question va beaucoup se poser, est-ce que je garde beaucoup d'euros ou pas? Je ne pense pas. Voilà. Et bah, très bonne transition. Du coup, on va parler d'autres choses et tout ce qui va être notamment bourse aujourd'hui. Donc, tu as une action, tu as dit via le PEA. Non, tu n'as pas commencé Ouais. via PEA, tu l'as dit par compte titre, mais tu as encore un PEA. Ouais. Donc, tu n'as que ASML, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. J'ai que SML et c'est un PEA donc qui a plus de 5 ans. Donc, à savoir que quand vous êtes expatrié, la seule condition, c'est d'avoir ouvert votre PEA avant de quitter la France. Alors, c'était le cas, bon, j'ai pas regardé depuis, ça a peut-être changé parce que ça change tout le temps. Mais en tout cas, on pouvait ouvrir son PEA en France, quitter la France et garder son PEA. Et ensuite, une fois que vous êtes parti, vous payez pas de cotisation sociale non plus. Donc, vous êtes exonéré de ça. Et après 5 ans, bah, vous n'avez plus d'impôt non plus. Donc, ça veut dire que ça reste c'est une enveloppe avec zéro impôt, zéro cotisation après 5 ans. Donc ça, c'est à bien avoir en tête aussi. Donc, c'est pas la peine de se précipiter à fermer son PEA si on quitte la France. Au contraire, si vous voulez garder un peu d'actions en euros, bah, ça reste une très bonne enveloppe quand vous êtes expatrié. Oui, parce que bon, on parlait de l'euro et que l'euro, c'est compliqué, mais malgré tout, les actifs, quand tu achètes une action, tu achètes un actif, donc qu'il soit libellé en euros, son actif, bon, alors il y aura une petite fluctuation à un moment donné, ça c'est sûr. Mais par exemple, pour moi, est très exposé par exemple sur Total. Ok, il est libellé en euros, mais si demain l'euro vaut plus rien, Total vaudra toujours quelque chose. Donc et au pire, lui, il ira se coter aux États-Unis, il s'en fout. Donc après, il va se libérer en dollars. Donc en fait, là sur le coup, on s'en fout un. Moi, je pense que clairement, là, on s'en fout. Alors, il y aura, comme je dis, il y aura quand même quelques fluctuations. C'est clair que si la zone euro s'écroule demain, Total va subir quand même une petite baisse, ça c'est une certitude. Mais malgré tout, ça reste un actif qui est bien plus solide que notre monnaie singe euro. Donc ça, c'est une certitude. Et après, alors, comme tu l'as dit, ouais, on peut en effet, même en tant qu'expatrié, on peut garder son PEA. Ça, c'est une certitude. Et oui, on ne paye pas tout ce que, en tant qu'expatrié, on n'a pas à payer les cotisations sociales et tout ça, donc la partie de 17,2 en France. Alors, je crois qu'il y a, peut-être un tout petit truc à 1 et quelques, je sais pas quoi, mais je sais plus exactement, faut revoir ça. Mais par contre, alors ça, à vérifier, et d'ailleurs, mettez-le en commentaire, c'est sur le PEA, sur toutes les actions, alors hors France, donc type, alors moi, je sais que j'avais fait un moment, par exemple, des actions belges ou comme ça. Bah, par contre, la retenue à la source, je crois que normalement, tu te la prends quand même parce que tu peux pas récupérer tout ce qui est retenu à la source des pays, enfin des autres pays. Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est quand même à checker. Mais Ouais, ça dépend peut-être des pays. Après, j'ai fait un peu action allemande. J'ai pas eu quoi que ce soit. J'ai pas eu de retenue à la source ou quoi. Mais peut-être que pour action belge, j'ai jamais fait, par exemple. Et là, pour le moment, SML, j'ai touché des dividendes aussi. J'ai eu aucune retenue à la source. okay. Donc jusqu'alors, j'ai vraiment rien du tout payé, parce que j'ai rien sorti non plus. Donc j'ai vraiment payé zéro sur tout ça. Très clair. Bon, en effet, bon, ça peut être malgré tout intéressant d'avoir un PEA, mais après, tu les aurais eu en compte titre, tu aurais payé zéro aussi. Ouais. Ouais. Mais après, effectivement, comme tu disais, l'euro, en fait, on s'en fiche si vous achetez du air liquide, par exemple. Enfin, ils s'en fichent un peu de l'euro, quoi. Et si l'euro s'effondre, bah, l'action air liquide, elle va monter parce qu'ils ont tout libellé en USD, en fait. Donc, mais il faut bien faire attention à ce qu'on achète. Si on achète du Carrefour, c'est pas la même histoire, quoi. Non, si vous achetez du Orange et voilà, toutes ces conneries-là où il y a l'État en plus est dedans, ça, c'est sûr que ça va être Ah oui, compliqué. ça Mais oui, faut éviter ça. du total, du Air Liquide, où enfin, plus de 80% de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger, enfin, eux, enfin, franchement, l'impact, il sera vraiment quasiment nul, je pense. Donc, clairement, voilà, liquidez, utilisez votre argent pour vos dépenses au quotidien parce que voilà, on a besoin. Et une fois que c'est fait, liquidez votre euro parce que là, vous perdez de l'argent. Mettez-le dans des actifs, dans des vrais actifs. Voilà, si je peux Ouais. donner un Il y a conseil. même, au fait, c'est même bénéfique, enfin bénéfique pour certaines entreprises qui ont beaucoup de salariés en France, mais qui font du chiffre d'affaires à l'étranger. Ils font leur profit en USD et ils paient leurs salariés en euros. Donc en fait, eux, ils profitent doublement d'un USD qui est fort, quoi. J'ai demandé s'ils pouvaient me payer en Bitcoin. Ils m'ont dit non. Non, 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 ils veulent dommage. continuer à me payer en euros. Mais bon, j'aurais préféré. Ok, très clair. Bon, bourse, du coup, ASML. Et du coup, tu as un compte titre aujourd'hui.
Non, bah, j'ai un compte en fait à Hong Kong. Faut savoir qu'il y a pas de taxe non plus sur tout ce qui est profit de valeur mobilière. J'ai même pas à les déclarer, donc je fais ce que je veux. Et puis si j'ai des profits, je les garde pour moi, 100% pour moi. Donc c'est aussi pour ça que Realty c'est aussi très intéressant. Donc j'ai un compte ici Interactive Broker et je fais un peu d'actions américaines. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai du Berkshire Hathaway. J'ai un tracker aussi, j'ai TLT, c'est un tracker, en fait, je parie sur une baisse de taux aux États-Unis. Donc, c'est Ok. un tracker qui rapporte à peu près le taux du 20 ans. Donc, je touche 4,5% à peu près de dividendes. Et en plus, si les taux baissent, je prends le profit, quoi. Donc ça, c'est une bonne partie quand même du portefeuille en USD que j'ai. Et j'ai aussi un tracker sur l'Argentine qui a très bien marché là, parce que bah, Milei est aux commandes et il est en train de tout fracasser là-dedans. Et Je voilà, il crois qu'il a fait fait ce qu'il faudrait 100%, faire. la bourse argentine l'année dernière, elle a pas fait 100% ou quelque chose comme ça. Je Ouais, crois ou que c'est pas le loin, deuxième ouais. actif qui a le plus performé juste derrière le Bitcoin, je crois. Bah, le tracker a fait ouais, pas loin de x2, je crois. Donc, Mm. et là, début d'année, pareil, ça marche très bien. Je pense qu'il y a il y a encore pas mal parce que la situation ne fait que se retourner maintenant. Donc j'ai envie de m'exposer un peu à ça. Ouais. Bon, j'espère que son meme coin ne va pas va pas Ouais, ça m'a fait un lui peu peur, poser mais trop ça a de l'air problèmes. d'aller. Ça a l'air d'aller. Il est en train d'éteindre un peu le feu par rapport à ça, Ouais, mais ouais. ouais, mais bon, faut qu'ils arrêtent avec leur connerie de meme coin. Franchement, Ouais, là, faut arrêter là. au moins, je pense que celui-là, ça sera celui de trop et je pense que derrière, ça va Ouais, un peu se j'espère. calmer. Et du coup, bah, très bonne transition. Parlons de crypto. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas de BTC. Et comment ça se fait? J'ai pas de BTC. Bah, j'en sais rien en fait. J'ai eu un doute au moment au dernier bear market là où je me suis dit bon, il y a deux solutions quoi. Il faut soit je me mets juste BTC, ETH un petit peu et voilà, et j'attends tranquille, j'ai pas besoin de me casser la tête. Ou alors je me dis allez, on refait un cycle, on tente le tout pour le tout quoi. On prend des alts et vu que j'ai des alts que je suis depuis très longtemps et sur lesquels je suis bien bullish, je me dis bah ok, soit je renforce mes bagues et je vois au prochain cycle. Et l'objectif c'était que voilà, au prochain cycle les alts fassent une bonne performance, meilleure que Bitcoin, et qu'ensuite je puisse cash out mes alts pour reprendre Bitcoin. Et là voilà, je touche plus rien quoi. Bon, pour le moment le plan ne se passe pas vraiment comme prévu, donc je suis bien négatif dessus, mais bon j'ai DCA aussi pendant que c'était vraiment pas cher. Et mes alts ont, par rapport aux autres, ont entre guillemets surperformé, quoi. Ils ont moins baissé que le reste. Si ça remonte, je pense que je devrais être pas trop mal. Mais ouais, stratégie pas top. Je pense que fallait pas se casser le crâne et juste prendre du BTC. En plus, tout le monde me demandait. Et moi, pour pas que les gens fassent des folies, je leur disais, oh, prends juste du BTC, de l'ETH. Donc tous mes potes ont acheté le bottom. Ils ont acheté des super points d'entrée. Et maintenant, ils sont en x2, x3. Et moi, je suis dans le creux, quoi. Et alors, je t'avoue que les cryptos que j'ai vus sur ta chaîne, je ne les connaissais pas. Alors, je pense qu'il y a des tendances entre les différentes régions. Est-ce que c'est des cryptos plus connus en Asie ou pas du tout? Parce que pour le coup, je ne les connaissais pas. Non, mais c'est des trucs assez vieux, quoi. C'est des trucs un peu qui datent peut-être 2018-2019. C'est des trucs qui ont vraiment de la bouteille. Donc c'est pas le truc hype que tu vas voir des 2, 3 dernières années. Mais c'est des teams qui ont vraiment bossé comme des malades, qui ont développé des produits énormes. J'ai parlé de Block Square. Bah, ils ont déjà un produit. Voilà, ils le vendent. Ils sont probablement pas. Je pense pas qu'ils gagnent vraiment d'argent, mais ils ont un produit qui est là, quoi, qui est solide et qui peut déjà être démarqué en marque blanche. Donc pour moi, ça c'est quand même assez puissant et surtout la capitalisation est toute petite. Ouais, il y en a Donc des j'ai ouais, vu. donc le problème de ces trucs-là, c'est juste que bah, la communauté est pas là. Donc il faut qu'à un moment il y ait un déclencheur. Quand il y a eu BlackRock qui a dit on va tout tokeniser, machin et tout, ces trucs-là ont explosé. Donc j'ai pu prendre pas mal de profit parce qu'avant j'étais aussi sur Realio, Mm. qui est un truc de tokenisation, même s'ils n'ont jamais rien tokenisé. Et c'est mon plus gros profit crypto ever, en fait. Ça a été un très, très bon coup. Mais j'ai vraiment douté du projet. Je me suis dit, non, je sais pas, vraiment là, j'ai un gros doute. Donc j'ai tout vendu, ce qui est pas plus mal. J'ai pris pas mal de profit et j'ai tout redispatché. Donc sur Flux aussi, qui est là, plus Web3, cloud computing. En gros, vous mettez des nodes en réseau et si quelqu'un a un besoin de computing, et ben vous lui prêtez ce besoin-là, quoi. Donc, si quelqu'un veut faire de l'AI, et ben lui, il va sur le site, sur Flux, il demande
je sais pas, 5000 GPU et il va avoir accès à 5000 GPU et vous allez toucher des flux en échange. Donc, vous allez toucher un petit rendement en échange. Donc, je trouve le modèle juste génial, quoi. C'est décentralisé, c'est dans l'air du temps et voilà, ils ont une bonne team, ils ont un produit vraiment costaud. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis assez concentré parce que je trouve qu'il y a peu de projets qualitatifs comme ça avec de vrais produits. Il y a beaucoup de hype, beaucoup de on va faire, ouais, ça va se passer comme ça, mais rien ne se passe. Et Il n'y a Realio, rien c'est derrière. typiquement ça. C'est que de la com. C'est que de la com Oui, c'est que et de la voilà. com. Que de la com, que de la com. Et à chaque fois, il y a des deadlines en disant ah, Q2, on va faire ça. Et à chaque fois, ils ont une excuse pour le reporter. Et c'est de la hype à l'infini. Et ils délivrent jamais rien, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sur si peu de choses. Et après, j'ai quelques petits investissements sur. J'ai aussi NTMP, qui là, c'est un moteur de recherche décentralisé qui est vraiment très très sympa, c'est très cool et pareil c'est une petite capitalisation donc j'ai participé à l'ICO il y a quelques années déjà et voilà donc j'ai un petit bag là-dessus aussi au cas où mais aussi pourquoi j'investis parce qu'ils ont un produit et qu'ils peuvent facilement le vendre entre guillemets. Ils peuvent mettre de la pub, ils peuvent par exemple avoir des comment ça s'appelle des browsers quoi, enfin des voilà Chrome ou je sais pas quoi, tu vois une intégration, enfin il y a plein de modèles de financement possibles. Donc c'est pour ça que je maxe sur ces trois cryptos-là principalement. Ça marche. Bon. On espère en tout cas qu'ils vont exploser, que tu vas pouvoir bien Croisez les vendre doigts, hein. et pouvoir après te stabiliser et mettre sur du BTC. Voilà. BTC plus que TH. Parce que là, Ouais, c'est un là peu dur. dernièrement, Le bon, TH, ça fait depuis qu'ils sont passés en stacking, malheureusement, j'y crois un peu moins. Voilà. ouais, ouais, Je pense que c'était pas la meilleure idée du siècle, soi-disant pour des idées écolo, mais je suis pas sûr que c'était soit exactement, la ouais. meilleure idée. Et d'ailleurs, Euh, plus ouais. c'est encore, eux, ils sont pas passés en staking. Donc c'est vraiment des OG de OG, quoi. Ils sont encore en minage. Bah, proof of work, enfin, c'est ça. Bah, c'est la base de la crypto, hein. Enfin, et bon, et en plus, clairement, enfin, on le voit avec le BTC. Enfin, au bout d'un moment, les idées écolo par rapport à tout ça. Enfin, aujourd'hui, c'est même un acteur de justement des. Enfin, on le voit avec. Je crois que tu avais fait une vidéo d'ailleurs sur Clean Site Mining et tout. Je crois que tu Ouais, avais vu ouais. ça. Bon, d'ailleurs, non, exposé ou pas? Non, non parce que je sais pas en fait. J'ai regardé, je me suis dit bah, je vois pas trop pourquoi j'irais mettre mes sous là-dedans. En fait, j'aime beaucoup technologiquement, mais moi, en tant qu'investisseur, je vois pas trop le case, quoi. Je vois pas trop. Et donc, j'aime beaucoup le projet, mais pour moi, il manque cette proposition vraiment de valeur, quoi. Ouais, La technologie est cool, mais derrière, enfin, faut me dire pourquoi je dois acheter ça, quoi. ouais, non, mais c'est plus intéressant de mettre directement sur le BTC, hein. Ah, Ça, exactement. Et moi, j'ai miné aussi du BTC pendant un moment et tout. Et j'ai dit, bah, en fait, j'achète un GPU et je le fais dans ma chambre. Et voilà, quoi. Mais ouais, donc, je sais pas, peut-être que plus tard, si ça se développe, parce que bon, c'est encore aussi encore petit, quoi, entre guillemets. Mm. Donc, peut-être que plus tard, si ça se développe un peu plus. Mais je suis toujours le projet. Je suis je sais plus le nom du fondateur là sur Twitter. Il met des petites updates de temps en temps et je suis le truc. Peut-être qu'un jour, je passerai le cap, ouais. Ouais, non, pour le coup, il y a plus une dimension projet et autres que pour l'instant rentabilité, parce que pour l'instant, bah, il n'y a rien. Ouais, exactement. Donc, Ouais. ça, Ouais, c'est c'est ça, plus ouais. sur cette partie-là. Ok, et ben justement, on va parler de ta chaîne. Pourquoi tu as créé une chaîne YouTube? Pourquoi? Eh bien, c'est très lié à Realty une fois de plus, parce que bah, j'ai dû commencer la chaîne au moment où j'ai commencé Realty, et je me suis dit, mais waouh, en fait, je trouvais déjà Realty incroyable, c'était génial, mais c'est super compliqué de commencer, quoi. Je me suis dit, enfin, qui va pouvoir faire ça? Moi, j'étais déjà un peu en crypto, et déjà, je trouvais ça un peu galère, quoi. Je trouvais ça un peu chiant, Phonosis, machin, ouais, faut du XDAI et tout. Enfin bon, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, personne fait enfin, personne, très peu de contenu en français parle de Gnosis, parle de comment on set up son wallet, comment on fait pour commencer Realty. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Et donc, au tout début de ma vidéo, c'était plus, il y avait un peu bourse, crypto et tout ça. Et en fait, après, je me suis dit, bah, autant utiliser cette chaîne que j'ai commencé pour faire du contenu Realty. Donc, je suis très vite parti sur du contenu Realty. Et j'ai la chance que bah, Alpha est tombé très vite sur ma chaîne, l'a partagé du coup dans la communauté. Et donc c'est là où j'ai gagné mes quelques
premiers abonnés, quoi, quelques centaines de premiers abonnés peut-être. Et donc voilà, après ça m'a motivé aussi à continuer. Et puis je voyais que ça servait, quoi. Les gens posaient beaucoup de questions, me contactaient. Je me dis bon, il y a vraiment, en plus de les questions qu'on te pose, il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment un besoin de tutos, de trucs vraiment très guidés, où prendre les gens par la main et tout leur montrer où faut cliquer. J'avais toujours des remarques de oh merci, t'as pas coupé la vidéo, comme ça on voit où tu cliques, on voit combien de temps ça prend. Enfin, les gens sont flippés de tout ce qui se passe en crypto. Dès qu'ils cliquent sur un truc, ils se disent oh j'ai fait une connerie. Donc en fait, il faut vraiment leur montrer, leur dire c'est normal, ça prend du temps. Si ça marche pas, au pire, c'est reject et tu vas perdre un millième de centime. Enfin, et il y a cette incompréhension là, et donc c'était pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos là. Ah, c'est vrai qu'on voit des messages parfois. Ah, j'ai fait le truc il y a 2 minutes, il y a toujours pas, j'ai toujours pas reçu mes tokens. J'exagère un peu volontairement, Ouais, mais ouais, ouais, ouais. voilà. Bon, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va aller. Mais ouais, non, c'est. Après, je peux comprendre. Hein, enfin, on l'a dit au début. Hein, honnêtement, c'est pas facile. Enfin, quand on n'est pas de ce monde-là au début, enfin, franchement, c'est complexe. Hein, mais commencez petit, encore une fois. Commencez petit et testez avec un, deux, voilà, et faites des petites transactions. Et puis au fur et à mesure, vous allez peut-être devenir plus à l'aise et ça va être plus simple. Mais oui, je comprends que Ouais. c'est pas forcément simple. C'était quoi ton objectif quand vraiment tu as créé la chaîne? C'était juste ça. C'était vraiment juste guider les gens, et que quand il y a Partager. quelqu'un qui pose la question de oh comment on fait pour se lancer, bah hop, je like ma vidéo et comme ça il y a la réponse et ça peut profiter à plusieurs personnes. C'est aussi le truc bien de YouTube parce que je vois beaucoup il y a plein de gens super de la communauté et qui sont ultra actifs sur Telegram et tout ça, mais dès qu'ils aident quelqu'un, en fait, le truc disparaît instantanément, quoi. Donc, avoir un contenu YouTube, c'est vraiment top parce que dès que tu as la question, copier-coller, hop, et t'envoies la vidéo, c'est beaucoup plus clair en plus que de lire un pavé. Et ça reste jusqu'à temps que tu retires ta vidéo, quoi. Donc, c'était principalement pour ça. Ok, très clair. Et alors du coup, en effet, comme je dis en intro, moi je t'ai découvert par rapport à ces revues Realty que tu faisais notamment avec Alpha Omega. Je crois que ça fait un moment que tu les as pas faites, que tu Ouais. vas refaire. Et pourquoi tu as arrêté? Je vais pas refaire. En fait, ça a duré 1 an, je crois, pile. Et en fait, nous, le truc, c'est que on avait enfin, quand on s'est rencontrés, on a fait quelques calls et on avait deux expertises bien différentes, quoi. Moi, j'étais quand même plus crypto, plus le côté technologique et tout ça. J'aimais bien l'immobilier, mais je suis pas expert immobilier. Alors que Alpha, lui, est beaucoup plus porté immobilier. Il fait des études vraiment poussées. Il connaît bien son truc, quoi. Donc, on s'est dit, bah, on pourrait faire un contenu parce qu'à cette époque-là, les community calls, c'était 1 heure et 1 heure et demie toutes les semaines. Donc, ça faisait 6-7 heures à regarder tous les mois. Et en fait, tu n'avais pas une synthèse de ce qui s'était passé, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus sur le Discord, il n'y avait pas les récaps écrites. Donc, on s'est dit, bah, on va faire un truc on va faire une récap de 10 minutes. Donc, ça va être un mois récap en 10 minutes, quoi. Bon, c'était dur de faire 10 minutes, mais c'était l'objectif. Et donc, moi, j'avais une première partie de vidéo où je présentais toutes les nouveautés technologiques, légales, etc., du projet Realty dans son ensemble. Et lui, ensuite, il faisait sa partie immobilière avec les chiffres, combien ils ont vendu de propriétés, c'est quoi les prix, l'évolution, etc. Il faisait une étude de marché vraiment, vraiment poussée, quoi. Il passait beaucoup de temps. Et nous, on a proposé ce format-là à Realty, donc via Alpha, qui lui connaissait un petit peu l'équipe Realty, et on leur a proposé en leur disant, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez sponsoriser ça? Parce que nous, on va passer quand même pas mal d'heures à préparer ce truc-là, et ça profite qu'à la communauté Realty, quoi. Donc, on a fait un call du coup avec l'équipe aussi Realty, et ils étaient chauds. Ils ont dit, oh, bah, ok, ouais, c'est vraiment un bon truc. On avait déjà fait quelques vidéos avant, ça leur avait bien plu, et donc ils nous ont sponsorisé pendant ces 1 an. Et ensuite, ça s'est arrêté parce que je pense Realty, déjà, c'était très compliqué la communication parce qu'ils sont très occupés. Donc, c'était difficile pour nous d'avoir quelqu'un à qui parler. Et puis, en deux, c'est que notre contenu, il est fait pour des gens déjà de la communauté. Ça n'attire pas de nouveaux investisseurs. Donc, en fait, c'était une dépense marketing, entre guillemets, qui n'était pas du marketing. Donc, ça s'est arrêté. Donc, on a fait 1 an, je crois, pile poil. Il me semble qu'on a fait 12 mois. On a dû en faire une douzaine. Et ensuite, Alpha, du coup, lui, s'est arrêté quand vraiment on n'a plus été sponsor par Realty. Moi, j'ai continué un petit peu tout seul après. Et en fait, ça me prenait tellement de temps et je voyais que ça servait finalement qu'à assez peu de gens.
Je me suis dit, bon, je pense que ça vaut pas le coup et je pouvais pas de toute façon garder cette régularité. Aujourd'hui, je fais 3-4 vidéos par an. Donc, je faire une vidéo par mois, même si ça paraît pas beaucoup, bah, faut quand même préparer, faut regarder tous les community calls. Ça prend beaucoup de temps. Donc petit à petit, j'ai arrêté et puis voilà. Maintenant, je fais des vidéos quand je peux, quand j'ai le temps et quand j'ai un sujet qui m'intéresse. Ça marche, très clair. Et bon, je me retrouve un peu, hein, parce que malgré tout, je fais beaucoup de vidéos pour des gens qui sont déjà aussi, en général, inscrits sur Realty. Donc, je comprends le truc et voilà, j'ai eu les mêmes échanges avec l'équipe Realty ces derniers temps. Donc, je comprends tout ça. Et je m'arrêterai à ce niveau-là. Ça va. Ça marche. Eh ben, allez, maintenant, on va parler d'un sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement. Eh ben, ton expatriation à Hong Kong. Est-ce que tu peux. Déjà, pourquoi tu es parti à Hong Kong? Le premier point. Premier point, pourquoi je suis parti? Je suis parti parce que j'avais décidé de partir, de quitter la France. Voilà, donc je suis un OG des haters de la France parce que dès la fin de mes études, je m'étais dit, moi, objectif numéro un, c'est partir. Donc voilà, j'avais pas de destination en tête, à savoir que j'étais pas faut absolument que je parte à Hong Kong. C'était vraiment question d'opportunité. Donc j'ai fait un stage suivi d'une alternance en banque. Et à la suite de ça, ils m'ont proposé en interne, en fait, m'ont dit voilà, tu as le profil qui correspond, on a des VIE, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit ok. Il y avait deux destinations, à savoir New York et Hong Kong. Et moi, vu que je voulais vraiment partir, je savais que New York, on pouvait pas rester en fait, parce que la carte, tu l'as jamais. Enfin, même si c'est pour le boulot, même si tu bosses bien, peu importe, même si la boîte veut te garder, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas rester long terme. Donc, je me suis dit, bah, Hong Kong, c'est plus dans l'optique de pouvoir rester sur le long terme. Donc, j'ai choisi Hong Kong. Ça s'est bien passé. J'avais déjà une collègue qui était partie là-bas quelques temps avant. Donc, je lui ai passé un coup de fil et voilà, je lui ai dit bah, comment ça se passe sur place. Elle m'a un petit peu expliqué le truc. Et puis, moi, ça m'a bien plu. Et go, première fois de ma vie que je partais à Hong Kong et je suis resté, ça fait 9 ans, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ta vie d'expat aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé au début? Comment l'adaptation? Parce que ça reste quand même deux cultures très différentes entre la France Ouais. et Hong Kong. Voilà, comment tu t'es adapté à tout ça et comment tu vis aujourd'hui ta vie d'expat? Ouais, bah donc bah, il y a plusieurs trucs. Il y a niveau boulot, il y a niveau mode de vie. Et bon, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un qui s'adapte assez facilement à un nouvel environnement. Voilà, enfin, j'aime bien le confort, mais ça me dérange pas de troquer, tu vois, un peu de confort pour autre chose. Je suis assez flexible là-dessus. Donc, je me suis adapté assez rapidement, mais les changements, bah, ils sont quand même assez costauds. Niveau travail, déjà. Niveau travail, donc j'avais travaillé à Paris avant pendant peut-être 2 ans à peu près. Et arrivé à Hong Kong, dès les premiers jours, c'était pas du tout le même rythme, quoi. On travaillait beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et c'était la folie, quoi. Donc là, première claque, quoi, où vraiment les premiers jours, en plus, j'avais rien, tu vois, t'as pas d'accès, tu peux rien faire. Mais je me dis, bon, je vais pas partir en premier, tu vois, ça le fait pas. Et je voyais 6h30, 7h, 7h30. Je me dis, en fait, ils rentrent jamais chez eux, ces gens-là, quoi. Et voilà, et c'était comme ça. Et dès que j'ai commencé à vraiment être dedans, bah, en fait, c'est pareil, quoi. Tu te dis, ah, je vais partir tôt. Et puis, en fait, il y a tellement de trucs à faire. En plus, bah, je travaille en finance, sur les marchés et tout. Donc, je parle tout le temps aux traders qui, eux, ils n'ont pas le temps, quoi. Donc, quand il faut un truc à 7h du mat, il faut être là à 7h du mat. Quand c'est 20h, c'est 20h. Donc, tu subis un petit peu ça. Mais ça a été des années, voilà, je travaillais beaucoup, hein, et je faisais parfois des 7h, 20h, 21h, 22h. C'était vraiment énorme. Donc là, bah, c'est la première claque, c'est ça, c'est le niveau travail, quoi, intensité. Et puis aussi dans les relations avec le management, où c'était beaucoup plus proche qu'à Paris, bizarrement, où là, tu pouvais parler à ton N+2, N+3 sans problème, quoi. Alors qu'à Paris, c'est des gens que tu vois jamais. C'est des gens qui sont dans un bureau fermé, que tu vois absolument jamais, qui même physiquement, j'aurais pas reconnu la personne, quoi. Alors que là, ils sont sur le desk à côté de toi, tu peux échanger avec eux. Donc ça c'était point positif. Après, point négatif, entre guillemets, c'est qu'on travaille beaucoup plus. Et puis après, bah, il y a la vie. Donc ça dépend de chacun. C'est que déjà l'appartement dans lequel tu vis, c'est très, 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 très cher ici. Plus cher que Paris.
Donc, tu vas troquer des mètres carrés, très clairement. Les tailles, comment l'appart est agencé aussi, c'est pas du tout pareil. Tu as généralement une pièce à vivre assez grande et après des chambres minuscules. C'est vraiment une cellule, quoi. Petite salle de bain et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des trucs. Bon, c'était pas ce que je préférais, quoi, mais bon, ça me dérange pas non plus. Donc voilà, il y a des gens à qui ça va vraiment pas plaire, et d'autres pour qui bon, on s'en fiche un peu, quoi. Mais et puis après, bah il y a tout ce qui est les sorties. Donc là, bah, si tu es plutôt jeune, célibataire, je pense que tu vas bien aimer. Et puis après, il y a aussi la question quand tu as des enfants, c'est très très cher aussi. Donc voilà, ça fait évidemment des gros changements. Même si tu es tout seul, ça reste des gros changements aussi. Puis tu quittes ta famille, tes amis et tout. Donc, ça fait partie des trucs à troquer, quoi, malheureusement. Du coup, tu conseillerais plus à des gens célibataires, jeunes, de venir que des gens avec famille plus établis. Bah, ça dépend, hein. Si tu viens avec un bon boulot et que tout est bien planifié, ça marche très bien aussi, quoi. Mais c'est beaucoup plus simple si tu le fais comme j'ai fait, c'est-à-dire tu finis tes études, tu prends un VIE, tu prends aucun risque. Le VIE, si tu en as marre, après un an, tu rentres. Tu perds pas ta sécurité sociale, tu perds pas tes droits, t'as pas d'impôts. Ah, c'est vraiment le contrat pour moi parfait si tu veux t'expatrier. Donc c'est pour ça que le faire jeune, c'est très 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 facile. Le faire plus tard, après, bah, plus t'attends, plus t'as des barrières entre guillemets. Tu vois, si t'es marié, si t'as des enfants, un, deux, trois, parce que ici, si tu veux qu'ils suivent un cursus français, tu vas payer très très cher. Donc c'est voilà, il y a cette notion d'argent ici qui est très important, même si tu gagnes beaucoup d'argent ici. Si tu veux garder un petit peu ta qualité de vie de ce côté-là français, après c'est pas vraiment qualité de vie parce que tu peux les mettre dans des écoles publiques qui sont excellentes où c'est gratos, mais tu as aussi le côté langue. Ce sera en Apprendre anglais le contenu. ou en chinois ou les deux. Donc voilà, il y a des choix à faire. Et c'est pour ça que bah, plus tu as une famille nombreuse et plus tu as de choix à faire et plus c'est compliqué. Donc ouais, je le conseille plutôt à des jeunes qui ont envie de s'expatrier rapidement après le diplôme, comme je l'ai fait, quoi. Ok, très clair. Est-ce que tu comptes revenir un jour en France? Bah, c'est la grande question que me pose ma famille tous les 2 jours. Quand est-ce que tu rentres? Mais bah, plus t'attends et plus c'est dur aussi de rentrer. Parce que bah, plus tu t'établis, voilà, tu fondes ta famille et plus tu as un décalage financier qui se crée aussi. Et le fait que si tu rentres en France, t'as pas cotisé pour ta retraite. Et si tu l'as fait, bah, t'aurais pas dû le faire parce que ça coûte tellement cher pour le faire quand tu es à l'étranger, si tu veux garder le système français, que ça n'a aucun intérêt financier de le faire. Donc, très très dur de rentrer pour toutes ces raisons. Après, rentrer en Europe, oui, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien rentrer peut-être en Suisse ou un pays comme ça. Mais la France en elle-même, non, parce que pour déjà tout ce qu'on a dit avant, voilà, politiquement c'est compliqué, fiscalement c'est compliqué, tout est compliqué. Et moi, j'aime bien les choses simples. Et Hong Kong, c'est très simple. Voilà. Ma déclaration d'impôt, ça me prend 5 minutes par an. Je sais combien je vais payer. Et voilà, c'est vraiment pas de prise de tête, quoi. Et là, j'ai un appart en LMNP et c'est déjà, je passe 2 heures, 3 heures tous les ans minimum, quoi. Donc non, pas forcément envie de rentrer maintenant, mais c'est quelque chose qui peut changer parce que bah, plus le temps passe et puis aussi plus la famille manque. Bah, j'ai voilà, ma sœur maintenant qui a 2 enfants que je vois pas souvent. J'ai un enfant aussi que du coup elle ne voit pas souvent. Avec mes parents, du coup pareil, ils voient pas leurs petits enfants souvent non plus, une fois ou deux par an. Donc il y a tous ces côtés-là aussi qu'il faut que c'est pas non plus simple. Pour moi, c'est la plus grosse contrainte, quoi, c'est ça, quoi. C'est la distance avec la famille. Ça marche. Et si du coup, tu devais partir de Hong Kong, tu privilégierais quand même rester en Asie du Sud-Est ou malgré tout, tu es ouvert à, comme bah, tu as dit la Suisse, tu as cité la Suisse, ou l'Amérique? Parce que au début, alors, c'est compliqué en effet pour les visas, mais il y a quand même des gens qui vivent, des Français, des étrangers qui vivent aux États-Unis, même si là, ça va peut-être être un peu plus dur avec Trump, Ouais, ouais, ouais. à mon avis, mais ou l'Amérique latine ou autre, est-ce qu'il y a ces destinations-là qui Bah, pourraient te plaire? ouais, bon, en fait, réalistiquement, c'est plutôt niveau travail, quoi. C'est que la question, c'est où je peux retrouver du travail facilement. Et dans mon cas, pour moi, facilement, c'est Singapour, J'allais dire Singapour. Paris aussi, parce que je suis français et qu'en interne, je peux me débrouiller pour rentrer.
Mais après, d'autres pays, tu vois, comme moi, j'aime bien Suisse, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, c'est de la banque plus d'investissement ou côté retail que moi, je fais pas du tout. Donc, c'est pour ça que À c'est Londres. plus compliqué pour Après, il y moi. a Après, il Londres, y a mais Londres aussi, mais bon, oui, mais le climat. ouais, ouais, climat et pas, même pas que ça en soi. C'est un peu les mêmes contraintes que Paris, tu vois. Donc, rentrer en Europe pour aller à Londres, je suis pas sûr que ce soit très, très bon non plus. Donc voilà, vraiment, moi la Suisse, ce serait vraiment le bon compromis entre les deux, mais c'est aussi très cher. Et question boulot, je sais pas trop comment je pourrais retrouver vraiment ce que je fais en ce moment. Ou alors après, il faudrait une petite reconversion, quoi. Donc voilà, c'est tous ces compromis-là à faire. Mais le plus simple en ce moment, moi, c'est Singapour. Singapour, je peux très très facilement y aller parce que ça se développe pas mal en finance. Ouais, enfin, même en interne, je peux partir, je pense, dans 3 mois, je peux être à Singapour, quoi. C'est encore plus cher que Hong Kong, je crois, mais bon, c'est dans les mêmes Ouais, idées, c'est mais c'est kiff-kiff, c'est à peu près ouais, pareil. c'est à peu près pareil. Ça marche. Et du coup, alors là, il y a beaucoup de, à mon avis, de personnes qui écoutent et qui veulent savoir, as-tu attrapé la fièvre jaune? Alors moi, je suis arrivé déjà en couple. Je suis arrivé Ah, déjà ok. en couple. J'ai rencontré déjà quelqu'un juste avant de partir en plus. Donc non, pas vraiment, mais voilà, je connais des gens pour qui ça s'est bien passé. Ouais, non, bah clairement, enfin, après, pour rencontrer des filles ici quand vous êtes européen, c'est beaucoup plus facile. Enfin, il faut être honnête aussi. Je sais pas, c'est peut-être pour eux un côté exotique aussi, j'en sais rien, mais si vous vous dites ah ouais, comment je vais faire, ça va être compliqué et tout, non, ce sera pas compliqué. Vous inquiétez pas pour ce côté-là. Si vous êtes jeune célibataire, ça va bien se passer. Non, pour avoir connu certaines personnes en VIE et autres, voilà, qui sont allés à Hong Kong, ils- ça va. Ils n'avaient pas Ouais, trop de ça va, problèmes. ça va. Et C'était puis, compliqué apparemment en France, mais quand ils sont arrivés là-bas, c'était ah ouais, assez ouais, facile d'un coup. Donc, ils sont devenus Brad Pitt du jour au lendemain. Ouais. ah ouais, non, mais c'est ça, quoi, avec quelques avions de chasse en plus. Enfin bon, Et bref. il y a Bon, beaucoup désolé pour d'expats. la gente Et il y a, beau- féminine, et il y a mais beaucoup d'expats, donc même si vous dites que bah, voilà, des Asiatiques, c'est pas votre truc, ou je sais pas, il y a énormément d'expats. Donc, enfin, faut pas se dire que vous pourrez pas fonder une famille ou je ne sais quoi, parce que bah, des VIE, il y en a énormément aussi. Donc, des jeunes de votre âge qui vont arriver, vous allez en trouver un peu partout. Si vous sortez, il y a des coins, c'est rempli d'expatriés. Il y a même aucun locaux, quoi. Enfin, ouais, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est une ville très internationale, donc c'est pas, on n'a pas vraiment l'impression d'être en Chine ou à Hong Kong. ouais, et puis vous êtes vraiment au centre de tout, quoi. Après, à moins d'une heure ou 2 heures, vous allez en Asie du Sud-Est, enfin, vous allez en Thaïlande, vous allez au Cambodge, Vietnam, Bali. Enfin, franchement, tout est à côté. C'est juste incroyable. Prenez Air Asia, ça coûte que dalle. Et voilà. Donc vraiment, c'est top. Ok, et ben, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, merci pour cet échange, c'était super. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, bah déjà merci pour l'invitation. Parce que je regarde ta chaîne. Alors je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, hein, mais je regarde pas mal ta chaîne maintenant. J'ai vu du coup les derniers échanges le dimanche là qui sont très 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 sympas. Donc bah, content maintenant de faire partie de la liste de ceux qui sont passés. Et puis mot de la fin. Non, bah écoutez, si vous êtes jeune et que vous êtes prêt à quitter la France, rejoignez-nous, rejoignez-nous en tant qu'expatriés. Enfin, franchement, considérez-le parce que de tous ceux que je connais, enfin, il y en a 90% peut-être qui trouvent que c'est bénéfique. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi sur mon expatriation où je dis qu'il n'y a pas de, il y a aucune mauvaise conséquence, aucune conséquence négative à partir, même si ça se passe mal. Vous reviendrez avec un bagage, vous aurez fait un an à l'étranger, travaillé à l'étranger, nouvelle culture, vous allez bosser l'anglais, peut-être une autre langue. Vous revenez en France avec ce bagage-là, personne ne l'a fait, enfin très peu. Donc voilà, il n'y a rien qui peut vous freiner, à part si vous êtes très proche de votre famille, que vous voulez absolument rester en France. Mais sinon, c'est que du plus, quoi. Ok, très clair. Et ben, enfin, du coup, je mettrai d'ailleurs, si vous voulez aller voir cette vidéo, voilà, on voit tout ton expatriation, pardon, à Hong Kong et tout. Bah, c'est sûr que malgré toutes tes autres vidéos sur Realty ou autres, voilà, je mettrai tout ça, toutes les informations, bah, du coup, en description, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, nous faire un retour aussi par rapport à tout ça. Bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. À plus.